Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur même passion pour ce nouveau live ce soir en présence d'un invité exceptionnel puisqu'il s'agit donc de Laurent de Funès. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc merci à vous d'être présent parmi nous ce soir. On va avoir l'occasion de vous présenter, de présenter votre univers livresque. Mais en tout cas, sachez que c'est un honneur de vous recevoir parmi nous. Vous connaissez le principe de l'émission. Les personnes vont poser des questions sur votre univers livresque, sur qui vous êtes exactement. Beaucoup de personnes vous connaissent déjà, mais qui est Laurent de Funès? À travers Internet, oui. Voilà, donc en tout cas, merci à vous d'être là. Je vous laisse donc rapidement vous présenter et ensuite, je commencerai à vous poser les Non, questions. c'est pas à moi de me présenter, ils me connaissent déjà. Donc, non, mais qui je suis, Rapidement, le savent très bien qui est déjà. Laurent de Funès? Mais qui je suis, j'en sais rien. Moi, je suis un monsieur ordinaire, comme beaucoup de gens, qui essaye de penser par lui-même, de faire des tas de choses par moi-même, avec le pédigré que j'ai, ce qui n'est pas si simple que ça. Voilà, donc j'ai pris d'autres voies, d'autres parties, même si j'ai pris le parti d'écrire une pièce et d'écrire des tas de choses que je suis en train d'écrire et des films. Et je dirais que la partie comédien, je l'ai déjà faite puisque j'ai un film qui va sortir en décembre prochain, qui devait sortir avant le Covid et qui n'est pas sorti. C'est un film canadien. On y verra une facette quand même assez de funésienne, bien sûr, parce que c'était un peu le thème du truc. Mais enfin, c'est pas du tout une copie. C'est pas du tout une copie. C'est complètement, c'est un univers vraiment particulier, puisque c'est un film où je suis un héros en vrai, en chair et en os, contre des personnages qui sont animés. C'est un petit peu comme Roger Rabbit. Vous voyez, je suis le seul mec qui voilà. Et puis je suis une espèce de conscience, la Jiminy Cricket. Et puis je vais, dans ce parcours, je vais avoir un enfant qui va faire des tas de bêtises et je vais essayer de le ramener. C'est un film familial, voilà, mais dans lequel j'ai fait un côté complètement fou et fantasque, quoi. Donc, et puis tout ce que j'écris à côté, c'est un humour beaucoup plus caustique parce qu'on n'est plus du tout à l'époque de mon grand-père. Donc aujourd'hui, je dirais que moi je suis beaucoup plus cynique et plus réactif par rapport à ce que je vois tous les jours. Donc je pense que les gens qui me connaissent un peu sur Internet voient les bêtises que je publie. Et puis voilà, donc j'ai écrit aussi une pièce qui relate un peu tout mon parcours un peu initiatique dans ce métier qu'est le cinéma, le spectacle en général, le show business, de façon très cocasse. Je me sers évidemment de tous ces arguments-là, ce qu'on peut rencontrer dans la société aujourd'hui, en parlant de MeToo et de toutes ces aberrations, comment on va trop loin dans le système, pour développer tout ça avec ma façon un peu gargantuesque d'écrire et un peu cocasse, on va dire, coquine. D'accord, ok. Écoutez, merci à vous pour cette présentation. Donc, on le voit en commentaire, Séraphine Matin, bonsoir. Donc, merci à toutes les personnes qui sont là, qui nous dit être petit-fils d'eux a-t-il été un booster ou un frein pour vos différentes passions? Pour mes passions? Oui. Non, disons que avant j'avais une passion qui était la photographie, donc c'était pas du tout un frein. C'est quand on rentre dans l'univers du show business, là, ça se bloque un peu, vous voyez, ça fait un petit peu, ça se ferme un peu, parce que là, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'attentes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un accélérateur. Je ne veux pas dire du point de vue du public. Le point de vue du public est très différent. C'est le point de vue des professionnels qui compte beaucoup. Et le point de vue des professionnels, d'abord, c'est un milieu qui est très fermé, où les gens, effectivement, ils ont prévu des choses. Et puis, vous ne rentrez pas forcément dans le cadre de ces choses, ou bien ils ont peur, ou bien ils se disent « Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce que ça va marcher ?» Donc, c'est un univers qui est particulier. Donc, je dirais oui, ça peut être bloquant. Et est-ce qu'on vous a déjà proposé de jouer, pas le rôle de votre grand-père, mais de dire, tiens, tu as certains de ses mimiques, tu as un peu son faciès, fais du Louis de Funès et non pas du Laurent? Oui, alors ça, j'ai pas voulu. Oui, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu. On m'a proposé un gendarme. J'ai dit non. Je n'ai pas envie du tout. Ça m'intéresse pas. Je veux pas être une copie. J'ai mon humour à moi. J'ai ma personnalité. J'ai ma tête. Voilà, ma tête, elle est là. Et puis voilà. Donc avec ça, je peux faire tout à fait autre chose. Et donc je veux pas le copier. C'est pas le but. D'ailleurs, je trouve bien même si dans mes fables, on voit qu'il y a une intonation de voix, mais ça, c'est la voix, on n'y peut rien, c'est ma voix. Bon, voilà, c'est comme ça. Ouais. Mais dans la vie, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça du tout, et surtout, je suis beaucoup plus cynique.
Comme je vous disais, j'ai un regard extrêmement cynique sur la société d'aujourd'hui. Et ça se ressent vraiment dans mon écriture. Je pense que même sur Internet, quand vous lisez mes trucs, je ne sais pas qui est devant, là, regardez, mais quand vous lisez mes machins sur Internet, vous devez vous dire, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est? Ben voilà, je suis Laurent de Funès 2.0. Vous voyez, c'est plus ça, c'est pas de Funès 1966, quoi. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, merci à vous d'être là. Je salue donc toutes les personnes qui sont là. Je vois que Rine Devervaux est là, Michel Andrieux est là. Donc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Laurent de Funès qu'on reçoit ce soir donc, pour parler donc, de votre livre audio. On rappelle qu'on est sur le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Nous étions. C'était en 2021. Voilà, en 2021. Donc, effectivement, on voit la jaquette à l'écran. Donc, Raconte-moi, compté par Laurent de Funès avec des illustrations sonores, donc Éric Atlan. Donc, c'est le volume 1. Vous me l'avez dit tout à l'heure en off que ça présage plusieurs volumes. Justement, racontez-nous un petit peu comment vous est venue cette idée de parler des fables de La Fontaine. Alors, j'ai toujours été captivé par les contes et les fables de La Fontaine, mais les contes aussi pour enfants. Parce que je trouvais qu'il y avait dedans, d'abord les fables de La Fontaine, il y a toujours une morale qui est extraordinaire, mais je les trouvais ardues quand même. Je veux dire que franchement, quand vous lisez des fables de La Fontaine, à part on va dire une grosse dizaine, eh ben, faut vous les farcir quand même. C'est pas à la portée de tout le monde. Je me suis dit, tiens, et si en essayant de la raconter, bon, je savais que mon grand-père l'avait fait, mais j'avais même les disques que j'avais pas écoutés. Parce que je voulais pas m'imprégner de ce qu'il avait fait, si vous voulez, pour éviter d'avoir une empreinte tout de suite par mimétisme. C'est un peu compliqué. Donc, Éric Atlan voulait absolument que je lise, que je les écoute. J'ai dit, non, non, surtout pas. Je veux dire, je préfère déjà faire le travail, et puis après, on verra. On verra après. Donc, il a été d'accord avec le principe. Mais j'ai trouvé intéressant de rendre les fables de La Fontaine beaucoup plus lisibles, en fait. Parce que je trouve que quand je les apprenais à l'école, je m'endormais parce que fallait apprendre ça, c'était une catastrophe. Et puis, et là, je trouve que quand on y met beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, là, que ça devient beaucoup plus sympathique. Dans le jeu, c'est comme un film, vous voyez, la voix du loup, là, comme ça, et puis on fait, alors là, d'un seul coup, on rentre vraiment dans une histoire avec des voix, avec des sons, et tout ça, ça devient plus sympathique. D'accord. Écoutez, moi, ce que je vous propose, chers amis, donc on voit encore la jaquette à l'écran, donc c'est de regarder et d'écouter deux petits extraits que nous avons choisis ensemble pour vous illustrer donc ce conte-là par Laurent de Funès. Et ensuite, on en discute en sachant qu'il y a déjà pas mal de questions. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, de Jean de La Fontaine. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, chétre, et sans il se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma soeur, et ça c'est... Dites-moi, ni si je pointe encore Nenni. Mais voici donc. Rien du tout. Oui, voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien. Elle crevera. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut pâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère Grand. Il heurte. Toc toc. Qui est là?
Votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère Grand, qui était dans son lit, à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette, cher rat !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Hop, voilà donc 2 extraits donc, que nous avons choisis avec Laurent, donc de Raconte-moi, conté par Laurent de Funès. Donc vous avez pu le constater, voilà, des fables qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Donc il y a effectivement Rim qui nous dit « Ah oui, même voix, même mimique, j'adore votre interprétation, rend les fables et les contes très abordables. Pour les enfants, c'est génial, les sons en plus, etc. Bravo. » Donc vraiment, merci à vous. Voilà, c'est pour moi, ça c'est un bon compliment, parce que c'est effectivement exactement ce qu'on a voulu faire, les rendre effectivement beaucoup plus lisibles et qu'on comprenne vraiment l'univers et qu'on rentre dedans. C'était le but. Voilà, et il y a aussi une remarque de Séraphine qui nous dit « Beaucoup de lui dans Laurent, mais surtout du Laurent. Est-ce un choix, un hommage ou une demande du public ?» Non, alors ça n'est pas non, c'est pas une demande, parce qu'en fait, j'ai pas fait de test avant. Enfin si, j'ai fait un test que vous avez aussi, c'est-à-dire que la fable de la grenouille, vous l'avez, la fable de la grenouille que j'ai mise sur Internet, c'était pendant le confinement. En fait, on s'ennuyait terriblement, et j'ai vu des gens qui publiaient des trucs comme ça, notamment un comédien de théâtre qui publiait des extraits où les gens devaient faire des scènes, des scénettes de classiques, et j'ai trouvé ça passionnant. Et je n'ai pas osé faire ma scénette classique et lui envoyer par pudeur. Et puis je me suis dit, tiens, moi je vais faire un truc comme ça. Au débeauté, j'ai fait ça, mais en 10 minutes. J'ai dit, je fais la grenouille, parce qu'elle est petite, elle est courte, c'est pour ça. Une autre, il fallait apprendre beaucoup plus. Donc là, j'ai fait la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et là, je me suis dit, tiens, on va balancer ça comme ça sur la toile. Et en fait, non, c'est pas, je réagis pas par rapport à une demande, je réagis par rapport à ce que je suis, très fantasque, très machin, et mon côté de Funès, je ne peux pas le retirer, il est comme ça. Donc, c'est comme ça, et je suis ce que je suis. Je ne vais pas le renier. Bien sûr. Je vais pas le renier. Par contre, si je dois faire un rôle plus sombre, là, je peux faire beaucoup plus sombre, mais je ne vais pas du tout être, je peux faire un vrai salaud. Si j'ai envie, je peux faire les salauds, j'adore faire les salauds. J'adorerais faire un film en jouant le rôle d'un énorme salaud. Donc, et non, sinon les fables, c'est vraiment, je dirais, c'est une synthèse de Laurent, comme un spectateur l'a bien dit, une synthèse de moi et une synthèse de mon grand-père, naturellement. Bon, d'ailleurs, c'est logique, hein, c'est l'atavisme. En tout cas, merci beaucoup en tout cas. Et justement, il y a une question intéressante de Tali qui nous dit « Écrire ou jouer sur scène, est-ce que pour vous, c'est le même plaisir ou une activité avec votre préférence ?» Alors, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit, on est obligé en même temps de se projeter. Moi, par exemple, quand j'ai écrit un film, j'ai réécrit une pièce pour Victoria Abril, où je la voulais vraiment dans le rôle, Victoria. Et donc, quand j'écris, je pense au comédien. Et mon rôle à moi, je pensais à moi dedans. Donc, j'ai un rôle effectivement avec Victoria, qui a adoré le truc. Elle a adoré, on attend que de le tourner. Et en fait, Victoria m'a dit, mais j'ai dit, écoute, je pensais vraiment à toi quand je l'ai écrit, ce truc-là. C'est-à-dire que finalement, moi, je me mets les gens en tête. Quand j'ai écrit mon grand film d'aventure, j'ai pensé à des comédiens, bien évidemment, parce que sinon, il faut voir comment les personnages évoluent. Et quand je pense à moi, bah, je me vois jouer. Donc finalement, c'est un énorme plaisir d'écrire parce qu'on se voit. Et moi, ça file tout seul. J'ai écrit vraiment avec une grande facilité les dialogues. Ça me passionne. D'écrire, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis, par contre, le jouer, ça n'a rien à voir. Ouais. Le jouer, après, ça demande une interprétation. Là, la pièce que j'ai écrite, j'ai écrit une pièce qu'on va appeler un seul en scène, avec des personnages, il y a 3 personnages principaux, donc plus un 4e enfin. Mais tous ces personnages doivent trouver une couleur, une interprétation, pour qu'on ne les mélange pas, puisque c'est Laurent de Funès qui va raconter sur scène tous les déboires qui lui sont arrivés. Il y a Laurent, moi, et puis il y a les autres personnages qui vont avoir une personnalité totalement différente et une autre couleur. Et cette couleur, il faut la trouver pour la jouer, pour qu'on comprenne bien l'univers.
D'accord. Et justement, par rapport, et je vois la question, par rapport justement à votre grand-père qui était quand même un acteur de renom, est-ce que ça vous est arrivé parfois de l'accompagner, de voir comment il jouait et aujourd'hui vous dire quand vous tournez Alors, vous? moi j'étais petit, donc je suis allé une fois sur un tournage, oui, mais ça m'avait pas semblé drôle du tout, en fait, hein, parce qu'en fait, d'ailleurs, je peux vous dire que ayant fait un tournage, moi, ayant tourné un premier rôle dans un film, je peux vous dire que bah, c'est pas drôle, parce qu'en fait, vous avez des scènes qui sont coupées tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous pouvez la refaire 10 fois, 20 fois. Alors quand vous êtes spectateur de ça, C'est long, quoi. bon, on fait quoi par jour? On filme 2 minutes 30, maximum 3 minutes d'un film, 3 minutes par jour maxi. Donc vous voyez, une journée sur un tournage, vous avez 2 minutes 30, 3 minutes. Et oui. C'est vrai qu'on C'est pas ne s'imagine pareil. pas, c'est ce qu'on dit On ne souvent. s'imagine pas que c'est un énorme travail, d'une grande concentration, et c'est pour ça que les acteurs n'aiment pas beaucoup. D'ailleurs, il n'aimait pas ça du tout d'avoir des gens sur le plateau, il détestait ça. Il détestait ça parce qu'il avait besoin d'une énorme concentration, parce que chaque petit détail, vous savez, au théâtre, on a une vision de loin. Donc vous pouvez avoir un truc comme ça qui bouge, un machin, on peut avoir une mèche là, mais c'est pas très grave. Dans le film, c'est très grave. Parce que là, on scrute au millimètre le moindre truc que vous avez, le moindre regard, machin, et vous devez être très précis quand vous jouez. Il y a une intention, et vous devez être très précis. Et ça, c'est pas pareil. On doit être précis au théâtre, évidemment. Mais on a une vision de loin qui nous permet aussi d'avoir des petits défauts. Ce qu'on ne peut pas avoir au cinéma, c'est un microscope, le cinéma. On vous scrute. Vous avez la caméra à ça de la tête. Hein. C'est vraiment Oui, rien oui. du tout. Ah oui, oui, oui. Donc, il faut savoir que si on fait des fois 20 prises, c'est parce que aussi les autres interprètes n'ont pas répondu comme il fallait à la demande, vous-même. Enfin, c'est un sacré boulot. Vous êtes crevé à la fin de la journée. Hein. Ah, vous êtes cuit. Hein. Ah oui, vraiment. Et justement, il y a une question, puisque vous parliez de caméra, il y a une question de Tali qui dit effectivement, puisque vous disiez tout à l'heure que vous faisiez aussi Oh, de la Thalie, elle est photo. bavarde. Hein. Thalie, Ah oui, mais toujours. elle En tout cas, pose je des remercie questions, encore. Thalie. Je remercie encore une fois Tali, qui est auteur, elle aussi, que je vous invite à Ah, découvrir, d'accord. et qui nous demande est-ce que vous faites toujours de la photographie? Oui, énormément. Oui, oui. Pour moi, c'est un moyen d'exercer mon regard en permanence sur les choses que je vois et c'est un réflexe aujourd'hui. J'ai toujours adoré ça, la photographie, depuis que je suis tout petit. Mon père faisait beaucoup de photographies à l'époque, lui, il adorait aller faire les trucs. Et puis j'ai appris à avoir un œil photographique, c'est-à-dire à avoir un regard qui capte les choses, qui les cadre, qui les imagine, qui les embellit, qui va les transformer, qui va les imaginer en noir et blanc ou en couleur. Donc j'ai besoin de ça, oui. Et même quand je fais pas de photos, mon œil il photographie tout le temps. D'accord, ok. Quel genre de photos vous faites? Est-ce que c'est plutôt des photos en noir et blanc, des Ça a photos de été, paysage? oui, plutôt, oui, en noir et blanc, mais ça a été très, très différent. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de photos dans la rue, des gens, type Cartier-Bresson, c'était une grande mode. Et puis, j'adorais ça. Mais à l'époque, c'était pas la même époque. Donc, on pouvait effectivement faire les photos des gens sans que les gens vous sautent à la gueule en vous disant bah, tu m'as pas demandé les droits, machin, tu m'as photographié, attention. Avant, il y avait un regard bienveillant. Bien On sûr. photographiait quelqu'un, le quelqu'un souriait. Il nous a un merci. Incroyable. Aujourd'hui, vous prenez une claque dans la gueule. Quoi. C'est vraiment, on est dans un univers de psychose. Hein. Oui, bien sûr. Et maintenant, donc, je fais plus que des paysages, des choses, voilà, des paysages, mais j'ai plus du tout envie de photographier les gens, plus du tout. Et ben justement, c'est rigolo parce qu'il y a Rim qui nous dit préférez-vous les portraits en photo ou n'importe quel sujet à votre attention? Non, moi, n'importe quel sujet. J'ai pas de, j'adore la nature. Bon, là, voilà, moi, je suis un dingue de nature. La poésie de la nature qui m'environne, c'est vraiment très important pour moi. Donc, j'adore faire énormément de photos. Même simplement là où vous êtes, il y a toujours à photographier un petit détail que l'on transforme. On grossit quelque chose, on en fait un tableau. Vous voyez, c'est très simple. On peut pratiquer la photo partout, même sur un détail. Et c'est Et ça d'où qui fait. et d'où vient cette passion? Vous disiez que votre père faisait beaucoup de photos, mais Ah cette bon, passion bah, elle vient uniquement déjà de votre... de famille très artistique. Mon père peignait, mon grand-père Louis peignait. Il y avait, mon père faisait beaucoup de photographies. Enfin, je suis vraiment né dans un univers d'artistes en fait, hein, vraiment. Et j'avais une grand-mère qui peignait énormément. Donc la peinture, moi, ça n'a pas été mon truc. Par contre, j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à adorer. La peinture, je connais très très bien l'histoire de l'art, j'adore. Je vais faire tous les musées et tout. J'ai une très bonne connaissance picturale tout au long des siècles. Mais
je dirais que moi j'ai transposé la peinture, qui est un art qui me convenait peut-être pas, avec la photographie, qui m'allait tout à fait. Il fallait quelque chose de plus rapide. D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour cette réponse. Donc, on rappelle, hein, pour les personnes qui nous rejoignent, donc, vous êtes donc l'auteur du livre audio Raconte-moi Je suis bloqué là. aux éditions Vilo Jeunesse. Vous êtes bloqué, c'est-à-dire? Ben, j'ai l'image fixe. Ah, écoutez, nous, en tout cas, pour nous, ça va, c'est pas fixe. Bah, c'est On bon, vous voit alors, faire les grimaces, donc c'est l'essentiel, il n'y a pas de souci. j'ai fait une grimace, je pensais pas être vu. Moi, je me voyais tout fixe là-dedans. Ah, nous, on voit tout, vous inquiétez pas. On voit Bon, tout. bon. Je vais me tenir sage alors. Je vais me tenir sage. Justement, par rapport à ça, là, que votre livre audio, il y a une question très, très intéressante, donc 2 questions qui demandent est-ce que vous avez songé ou est-ce que c'est prévu de les présenter dans les écoles? Ah, absolument, c'est une très bonne question parce que ce fut le cas. En fait, je l'ai vraiment fait pour ça, en fait. Je veux dire, la question est excellente. Pourquoi? En fait, je l'ai fait vraiment. Je voulais même que l'État qu'on puisse trouver un accord avec l'État pour se servir de mes fables, en fait, que j'aurais fait toutes les fables, pour le diffuser dans les écoles, parce qu'on a fait un test avec quelqu'un qui est un ami sur Facebook, qui est prof en Belgique, qui m'a demandé l'autorisation donc d'utiliser les fables. Il m'a dit, est-ce que je peux prendre ta fable de la grenouille et puis la diffuser chez mes élèves? Ils apprenaient 2 fois, 3 fois plus vite et ils se sont marrés. Donc, pour moi, il y avait un côté très pédagogique là-dedans, qui était de dire, si on fait rire les mômes, on leur crée un tel univers qu'ils vont vouloir finalement intégrer cet univers, pour reproduire cet univers. Donc, ils vont apprendre la fable beaucoup plus vite. Sûr, il y avait un côté pédagogique. Mais l'État, j'ai envoyé une lettre à Roselyne Bachelot. Roselyne m'a répondu très positivement. Après, c'est passé dans les arcanes pourris comment dire, des bureaux bien fermés. Et puis, on n'a plus de nouvelles, quoi. On a eu un truc à un moment donné, une réponse à oui, mais ça a déjà été fait à les Fables de La Fontaine. C'est pas très original. Il y a 50 000 personnes qui ont fait les Fables de La Fontaine. Bon. Oui, mais bien, pas de cette manière-là, en tout cas. Voilà, c'est ça. Mais ils s'en foutent. Ils ont une vision, vous savez, très bloquée. Très bloquée. Ils disent, oh, ça marche pas. De toute façon, il y a des grands interprètes qui l'ont déjà fait, mais ça marche pas. Je sais pas, moi, mon but, c'était de faire un truc pour les écoles, de faire vraiment du didactique et quelque chose et de faire un spectacle aussi. Ça, par contre, je vais peut-être le faire. Un grand spectacle pour les familles, où je me produis sur scène, avec toutes ces fables et des décors extraordinaires, avec des loups qui rentrent sur scène et tout comme ça, des tas de trucs. Vous savez, avec une image sur scène incroyable. Ce qu'on peut faire en rétroprojection aujourd'hui, des lumières, on peut faire des tas de choses. Et ça, c'est un spectacle que je voudrais faire. Ouais, bah justement, il y a Rim qui nous dit pourtant les enfants les apprennent toujours à l'école. C'est un bel héritage en tout cas que vous apportez. C'est vrai, on les apprend toujours à l'école, mais des fois en y allant en marche arrière, parce que c'est pas forcément drôle, quoi. Je vous dis, il y en a une dizaine qui sont sympas, mais même Le Lièvre et la Tortue, je l'ai relu l'autre fois. Bon, il y a des fois des expressions là-dedans, il faut quand même leur expliquer. Hein. C'est pas hyper imagé, c'est pas forcément hyper sympa à apprendre, quoi. Mais moi, j'aime beaucoup La Fontaine pour toutes ses morales, bien sûr. Oui. Et justement, il y avait une question intéressante aussi en disant que voilà, vous racontez les fables. Il y a eu un conte aussi, je crois, le Chaperon Rouge. Mais est-ce que vous allez faire aussi un livre audio exclusivement sur des contes? Oui, absolument. Le prochain qui est prévu, c'est des contes. En fait, des contes pour enfants, des contes de Grimm, contes de Perrault, toutes ces choses. En fait, il y a tellement de contes. On avait même imaginé, je m'étais dit, tiens, pourquoi j'irais pas faire des contes africains, des contes océaniens, des choses comme ça. Et puis, ça reste à voir. Je me suis demandé, est-ce que finalement, on va pas me reprocher d'aller trop loin dans l'interprétation des choses? Est-ce que je me mêle pas? Vous voyez, parce que c'est tellement touchy aujourd'hui. On peut pas discuter avec les gens. Il faut, pour pouvoir parler d'un noir, il faut être noir. Pour parler d'un asiatique, il faut être asiatique. Enfin, je veux dire que on ne peut plus rien faire sans subir de critiques acerbes et donc on peut se poser la question, mais mon envie était là, oui. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Pas mal de questions qui arrivent. Pourquoi ne pas faire des contes par région? Région. Oui, alors c'est Lolo Brodeuse. Alors Lolo, n'hésitez pas à nous dire voilà, de développer votre question. Rim qui nous dit les morales de La Fontaine sont toujours d'actualité en plus, donc raison de plus pour continuer. Plus que jamais.
Justement, une question très intéressante. La couverture est très sympa. Donc, justement, on voit. Donc, ça a été, on le voit. Donc, illustration sonore, c'est Eric Atlan, mais au niveau de l'image, c'est comment ça c'est. Est-ce que c'est vous qui avez réalisé Au niveau de la couverture, vous voulez dire? Oui. On a pris un artiste, hein, c'est un artiste qui est a priori assez connu, qui a adoré le projet. Et il l'a signé d'ailleurs, la pochette. C'est un gars qui fait vraiment des super dessins et qui a dit moi je le fais parce que j'adore ça. Donc merci à lui d'ailleurs d'avoir fait ce beau dessin, parce que quand je l'ai vu, le dessin, ça m'a vachement plu. J'ai trouvé ça super sympa. Avec tous ces petits les petits cochons, tout ça. Je trouve ça très mignon. Ouais, Ça très bien troqué d'ailleurs, on fera le prochain avec lui, évidemment. Voilà, mais en tout cas, donc c'est ça, Raconte-moi, compté par Laurent de Funès, le volume 1. Donc, on voit effectivement qu'il y a Jacques et le haricot magique, il y a la grenouille qui voulait se faire plus grande que le bœuf. Est-ce que c'est vous qui avez choisi les fables que vous racontez dedans? Oui, ou est-ce que ce sont... Alors, c'est moi qui les ai choisis parce que je voulais me faire plaisir en premier. Je me suis dit, tant qu'à en faire, je voulais me faire plaisir. Donc, on a évité on a évité la barbe bleue parce que ça pouvait un peu faire peur. Donc, on a évité la barbe bleue, mais pourquoi pas? On sait que les enfants aiment bien avoir peur et ça fait partie aussi du fantasme des contes. Les contes, quand vous les regardez bien, c'est pas de l'eau de rose. Hein. Même, non, l'ogre, il bouffe ses filles. Enfin, je veux dire, avec des horreurs, quoi. Barbe bleue, il les égorge, horrible. Mais tout est comme ça. Je veux dire que les petits enfants qu'on perd, le chaperon rouge, est directement bouffé par le loup. Enfin, la grand-mère, tout ça, c'est pas très. Mais ça fait partie des choses, si vous voulez, à raconter. Et les enfants, moi, je sais quand j'étais môme, j'adorais qu'on me raconte la barbe bleue. Ça faisait peur. Donc, ouais. Je le raconterai effectivement avec plaisir. Mais on n'a pas osé sur le volume 1. On s'est dit, finalement, on va attendre de voir voilà, comment ça fonctionne. D'accord. En tout cas, c'est un bel héritage. Effectivement, je rejoins les commentaires des personnes qui sont là. Les fables sont toujours porteuses de bon sens, nous dit Joël. Bridget qui nous dit « Bonsoir, quelle bonne idée de remettre les fables de La Fontaine adaptées aux enfants en expliquant la morale. » Merci beaucoup, Laurent, nous dit Bridget. Voilà, merci. Sonia Robinard, Sonia qui est là, bonsoir, qui nous dit « Bonsoir, désolé, pas pu passer avant. » T'inquiète pas, Sonia, tu es toute excusée. Lolo qui nous dit « Reprendre des contes qui sont spécifiques à des régions. L'occasion peut-être de faire des découvertes. » Voilà. La question. Ah, mais oui, alors où est-ce qu'on trouve ces contes régionaux, en fait? Pourquoi pas? C'est intéressant. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a sûrement des choses vachement intéressantes dans les contes régionaux, oui, bien sûr. Hein. Moi, j'aimerais bien en avoir. Je suis sûr que si je vais taper sur Internet, ça ne m'est pas vu à l'esprit. Et je suis sûr que si je tape sur Internet, on va les trouver, oui, bien sûr. Oui. Voilà, en tout cas, merci Lolo pour cette question. Donc, n'hésitez pas. Hein. De toute façon, j'ai mis dans la description, donc on peut effectivement retrouver. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez vous procurer donc le téléchargement audio donc du livre hein, dans la description. Alors, j'ai un avis à demander à ceux qui sont là. En fait, on n'a pas voulu. Moi, je voulais qu'on édite le CD. Et oui. Puis, l'éditeur a dit oh, non, mais ça se fait plus, un CD, machin. C'est vrai que je suis un vieux con, donc je me suis dit bon, un CD, c'est sympa. Moi, j'aime bien avoir un objet. Alors, on s'est dit que le prochain, on allait faire un livre, d'abord un livre avec toute l'histoire dessinée. En fait, le prochain, il y aura toute la BD. Des comptes. On va tout dessiner en BD et faire en plus le CD dedans. Parce que vous mettez dans la bagnole, bon, on peut tout faire en MP3, c'est vrai, mais il y a encore des gens, on m'a dit, ah non, mais finalement, il y a encore des gens qui veulent un CD, ça coûte rien. Oui, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que nous dit Eri, mais en plus, c'est une question qui demande, est-ce qu'il y a un recueil qui accompagne le livre audio ou il n'y a que la bande-son? Donc, ça rejoint ce que vous dites. Non, il y a un recueil dedans. Non, là, on peut acheter le truc, mais là, ce qu'on va acheter, le prochain qu'on va acheter, là, pour l'instant, il y a la bande-son avec le truc, là, mais le prochain, on va faire un vrai livre, une bande dessinée complète, avec ma tronche, avec les petits cochons, les machins, avec le même dessinateur, donc on va faire un truc sympa. On va faire un vrai recueil de bande dessinée pour le Noël prochain. Eh bien, en tout cas, tout le monde nous dit on vote pour le CD, on vote pour le recueil. Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'est un scoop qu'on apprend aujourd'hui. Donc, pour Noël, on pourra se procurer donc, ce nouveau livre. Donc, pas mal de questions qui arrivent encore. Joël qui demande est-ce que vous chantez également? Je pense que oui. Oui, mais je dirais que c'est pas ma particularité. J'ai mis des petites vidéos parce que j'avais fait il y a 4-5 ans un film, toujours avec Eric Atlan, où dedans, il m'a dit, mais je vais te faire chanter. Alors là, terreur dans les yeux, l'horreur, je dis, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il dit, si, tu vas voir, tu vas très bien chanter. Et alors donc, j'ai chanté.
Ça m'a amusé, mais si, c'est possible. Tout le monde peut chanter. Moi, j'ai un timbre qui passe du baryton basse au très aigu comme ça. Forcément, je peux aller partout. C'est vrai que ma voix, elle est assez modulable. Donc oui, je peux chanter, oui. Mais c'est pas mon univers, quoi. Mais oui. Une question aussi très intéressante de Séraphine qui me dit, est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit d'écrire vos propres contes? Oui, ça m'est venu à l'esprit absolument. Et je me demande si effectivement, je ne vais pas commencer par un pour voir ce que ça donne. Je voudrais bien essayer d'écrire un de mes propres contes, parce que moi, j'adore écrire, donc ça tombe bien, et je me suis posé des fois la question, bien sûr. Après, c'est une faute de temps, mais oui, un conte pour enfants, ça me passionnerait bien. Trouver le personnage principal, le sujet, où est-ce qu'on les emmène, qu'est-ce qu'on leur fait faire, quelle est la morale. Ça, c'est intéressant. Surtout qu'il y a tellement à écrire aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, qui n'est pas forcément drôle, mais en même temps, on peut le rendre intéressant d'un point de vue philosophique. Ouais. Ben, merci beaucoup. Je salue Karim Yazid qui vient d'arriver. Bonsoir Karim qui nous dit superbe ton émission, très intéressante. Ben, écoutez, ben, merci beaucoup. Hein. Donc je rappelle pour les personnes qui nous rejoignent, donc Laurent de Finesse qui a écrit donc Raconte-moi, compté donc par Laurent de Finesse, illustration sonore écrit Catlan, où ça reprend donc on va dire quelques fables de La Fontaine qui sont contées. On aura peut-être l'occasion de revoir un petit extrait tout à l'heure avant la fin de l'émission, mais encore une fois, merci beaucoup. Et effectivement, on me dit, dans les aigus, on reconnaît une voix célèbre. Oui, parce que pour les gens qui ne l'ont pas compris, vous êtes le petit-fils de Louis de Funès, le célèbre acteur. Donc encore une fois, merci beaucoup. Alors, ce qui est marrant, parce que c'est moi, vous savez, comme on n'entend pas sa propre voix. Ben, vous entendez, vous dites ma voix, mais moi, on me dit, moi j'ai ma propre voix, je m'entends pas. Enfin, je m'entends ma voix, mais je vois pas. Voilà, on entend sa voix, mais pour moi, c'est ma voix. C'est pas. Maintenant, c'est vous, votre oreille, mais moi, j'entends ma voix comme une voix normale. Hein, je veux dire. Et justement, j'ai vu la question passer tout à l'heure, mais après, il y en a tellement, c'est pas si vite. Que dirait votre grand-père aujourd'hui sur ce que vous faites, J'en sais rien du tout. Alors, j'en sais rien du tout, et vous savez, je n'aime pas du tout répondre à la place des gens qui sont disparus. C'est quelque chose qui me gêne toujours. Je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. Il trouverait ça peut-être drôle, peut-être sympathique. Voilà, je n'ai pas d'idée. J'avoue que j'en sais rien. Vous savez, c'est difficile. On peut toujours se raconter la messe. Hein. Oh, il adorerait ça, machin. Tout le monde fait. Et puis, en fait, vous savez pas. Vous faites parler les morts. C'est toujours compliqué. Hein. D'ailleurs, je vois tellement de choses qui sont écrites sur lui où ils le font parler dans des machins. On a. J'ai un projet de livre et même aujourd'hui, je vous le dis en fait, hein, c'est une première. Un scoop pour nous, merci beaucoup. Comment je vais faire pour pas trop lâcher? J'ai un projet en fait d'un film qu'on m'a proposé, un journaliste connu m'a proposé, qui fait de très 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 jolies choses. Il m'a dit, écoute, on s'est rencontrés, on se connaissait déjà. Hein. Il m'a dit, écoute, je ferais bien un truc avec toi. Je ne vais pas dévoiler ce qu'il a fait avant parce que vous allez tout de suite dire, oh, putain, c'est lui, parce que ça va sortir bientôt. Et donc, en fait, il m'a proposé un truc, j'ai trouvé ça passionnant. Il me dit, on va faire un film tous les deux, on va raconter ton grand-père, mais d'une façon très, très différente. C'est-à-dire que finalement, il va y avoir une vraie conversation entre toi et lui. On va créer un truc, une conversation. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, comment ça pourrait se passer? Et ça c'est vachement intéressant. Il est en train de l'écrire, bon, je vais aussi travailler avec lui. Ça a toujours été un sujet récurrent de dire, j'ai fait écrire un truc là-dessus, un livre, et d'ailleurs je ne l'ai pas fait, c'était avec un grand éditeur parisien, parce que ça me semblait fastidieux et qu'à l'époque je n'étais pas forcément là-dedans. C'était une conversation avec mon grand-père, mais pas philosophique, parce que je ne suis pas philosophe. Donc, par contre, je suis quelqu'un qui regarde énormément les choses avec beaucoup de causticité. Je pense que le regard qu'il aura aujourd'hui sur ce que nous vivons, sur ce que nous voyons au quotidien, les mœurs d'aujourd'hui qui ont évolué, bien sûr, j'ai rien contre. Parfois, j'ai quelque chose contre. Sur ce qu'on vit aujourd'hui avec la folie de la guerre, avec tout ça pourrait mériter un regard écrit qui dit, voilà, t'en penses quoi? Et puis d'avoir une conversation. C'est un peu le truc, j'ai un peu fait dans mon spectacle d'ailleurs à un moment donné ça. J'ai une petite conversation avec lui dans mon spectacle. Et justement, si vous auriez, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, si vous aviez un conseil aujourd'hui, s'il était là, à lui demander, ça serait quoi ce conseil?
Tu veux pas me donner un petit coup de main de là-haut? Je lui demande dans ma pièce, dis donc, tu peux pas me donner un petit coup de main? Parce que c'est pas facile, hein, tu sais, c'est quand même pas très simple. Les Français sont très compliqués, hein. C'est vrai que la France est un pays extraordinaire. Le public est adorable, mais c'est la profession qui est compliquée. On en parlait juste avant. En fait, avec le public, j'ai pas de problème. J'ai jamais eu de problème. D'ailleurs, j'avais joué avec Marc Mercadier une pièce. J'étais très bien reçu du public, mais c'est plutôt les professionnels qui posent problème. Je vous ai en préambule, j'ai écrit un livre, j'ai écrit un film d'aventure, un grand film d'aventure qui se passe au 19e et qui va jusqu'au 21e siècle. Et dans ce film, donc, on avait proposé ça à des productions étrangères avec des grands acteurs, très grands acteurs connus. Certains ont dit oui, très vite. C'est pas n'importe qui, hein, acteurs américains. Et donc, et puis donc, on en arrive à la partie française du financement. Donc, on a trouvé l'Allemagne. Ils ont mis tout de suite le pognon sur la table. L'Italie, bam, tout de suite. Enfin, je veux dire, on avait les plus grands studios allemands qui nous finançaient. Et puis arrive la France, et là, on tombe sur Orange à l'époque, qui dit ah ouais, ah ouais. Donc, on lui demande des films que j'ai faits. Ah ouais, je joue bien, c'est sympa, ah oui, c'est rigolo. Et puis après, vous savez, vous avez le syndrome de Claire Bretéché. Vous connaissez ce syndrome? On est dans la projection, on rigole beaucoup, puis quand on sort, c'était pas si terrible que ça finalement, c'était pas si bien. Et c'est un peu la France, c'est ça, c'était pas si bien finalement. Oui, bon, c'est drôle, mais enfin bon. mais ça, c'est typiquement français parce que, en fait, il y a un truc, il y a un blocage en France. En Belgique, il n'y a aucun blocage. Là, la Belgique, elle a d'ailleurs financé à la hauteur de 2 millions d'euros. Je veux dire, donc, on avait quasiment le bouclage. Il nous manquait juste la distribution française. On avait même Jean Reno que j'avais rencontré, Jean qui était venu à Paris. On s'est vu une matinée avec Jean dans un grand hôtel parisien. On avait fait une demande à des grands acteurs assez incroyables, et on n'a eu que des réponses positives. Mais ce qui a bloqué, c'est la distribution en France. C'est marrant, hein? Oui, c'est vrai on n'a pas ce souci-là. Moi, j'ai pas eu de souci, même avec Victoria Abril, quand on a bossé avec Victoria, je n'ai pas eu de souci. Victoria, hyper open bar, sympa, je veux dire, tout se passait très bien. Mais elle avait compris l'enjeu. Elle est très intelligente, très professionnelle, elle avait compris l'enjeu. Parce qu'on est en France. Alors que si on diffuse, par exemple, si je pars au Canada, on m'a demandé de venir au Canada d'ailleurs pour jouer. Au Canada, mais aucun problème. En Allemagne, aucun problème. En Italie, en Espagne, tout ça, aucun problème. C'est la France qui pose problème. C'est le système français qui est extrêmement fermé. On a ses petits copains, ses machins, et tout est bien verrouillé. Et c'est comme ça, c'est la France. Oui, bah c'est marrant que vous dites ça parce qu'effectivement, il y a Karim Yazid qui est là, qui est acteur lui aussi et qui, c'est vrai, pourra, je le pense, nous le confirmer. Et là, il nous dit effectivement, Louis de Funès, un monument du cinéma français et on souhaite le même succès à Laurent et vive les artistes. Donc, effectivement, merci beaucoup à Karim. Il y a Tali, encore une fois, la bavarde, comme vous lui dites, qui nous dit par rapport à... Ah bon, on adore toujours ça, surtout aujourd'hui. Et qui nous dit effectivement par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure au CD, qui nous dit elle parle en tant que maman qui a 2 enfants qui apprennent les fables. Autant un CD, ça nous plaît, les enfants les mettent dans leur poste. Un MP3, on ne pourrait pas vraiment en profiter. Donc, ah oui, ça c'est clair, ça je ne savais pas, tiens. C'est une bonne remarque. C'est une très bonne remarque que je ferai à mon éditeur. Voilà, donc merci. Lui disait ça ne sert plus à rien les CD. Bah oui, ça ne sert plus à rien, mais évidemment. Bah, tous les gens qui j'en parle me disent mais si, au contraire, un CD c'est sympa. Mais c'est vrai que quand vous dites le CD pour les enfants, c'est mieux. Moi, je vois ma petite filleule, elle va acheter des CD, elle écoute dans son poste, elle est contente de mettre le CD dans son poste. Donc, il faut un CD, il y a encore des bouffeurs de CD. Oui, les postes, elle a son poste, elle met le CD sur le dessus, on appuie sur play. Ah ben voilà, parce que c'est sympa, c'est un objet facile à prendre, on le pose. Un MP3, c'est de la matière, c'est quelque chose qu'on garde. C'est de la matière, je suis bien d'accord. Moi, je en parle à mon éditeur, parce qu'effectivement, ça m'a ennuyé de sortir en MP3 le premier truc. Je suis pas très MP3, moi. J'avoue que télécharger, c'est pas mon truc, quoi. Ouais, voilà, ça c'est bien pour écouter dans le métro si on le souhaite, mais voilà, si on veut l'écouter avec les enfants, comme dit Tali, le CD c'est mieux. Ouais. Voilà. Faites remonter, vous dites auteur, blogueur, lecteur. Faire remonter. Voilà, absolument. Il n'y a pas de souci. Les mêmes mimiques, nous dit Sonia, donc effectivement. Avez-vous, ah oui, ça, une très question intéressante de Sonia qui demande, est-ce que vous avez un thème sur lequel vous n'écrirez jamais?
Une bonne question, hein, parce qu'en fait, j'ai déjà imaginé même des rôles que je n'accepterais pas. Alors là, très clairement, oui, le rôle d'un pédophile, alors ça, je ne peux pas, c'est terrifiant. Des rôles de viol aussi, de femme, je ne peux pas, ma nature, je veux dire, un peu trop douce, m'empêcherait d'être très... Je ne sais pas, je suis pas fan, quoi, je veux dire, mais les rôles de pédophile, oui, ça, je refuserais totalement. Pour moi, c'est une objection totale. Maintenant, des rôles de salaud, tout ça, je trouve ça hyper. Si c'est bien écrit, c'est très intéressant. Oui, bien sûr. Ouais. Et justement, est-ce que le film dont vous parliez tout à l'heure a vu le jour, finalement? Non, en fait, il est au Canada. En fait, Voilà, il va passer au Canada d'abord, il va passer au Canada, il va revenir en Europe après. voilà, c'est ça. Donc, Parce ça qu'en répond fait, à peu près à la question. il devait sortir en France pendant le Covid, et vous avez vu tout ce qui s'est passé, tous les films ont été explosés. Oui. Donc, plutôt qu'aller là-dedans et de sortir pendant une semaine et de disparaître, les producteurs canadiens ont préféré dire on attend, on fait la sortie chez nous au Canada, et puis après on le renvoie en France. D'accord. Florent Alfornel, qui nous dit, qui est libraire à Fuveau, qui nous dit: je pense avoir mon prochain auteur de dédicace. Alors justement, la question est posée, est-ce que vous faites des dédicaces? Oui, bien sûr, hein. J'en ai fait pas mal, oui, parce qu'avec mon père, on avait fait un ouvrage, et puis avec Jean-Jacques Gellot-Blanc, un ouvrage sur mon grand-père, et j'avais fait toutes les dédicaces pendant plusieurs mois, oui, bien sûr. D'accord. Et là, aujourd'hui, est-ce que si une librairie vous invite pour venir dédicacer votre Mais livre audio? dédicacer quoi? Dédicacer quoi? Et oui, voilà, c'est ça, c'est la question dont tu disais tout à l'heure. Donc, à vous, on va dire, de faire le CD, cher Florent, quand le CD sera Oui, arrivé. oui, on va faire avec les CD, mais bien sûr, hein, ça, je dédicacerai volontiers. D'ailleurs, c'était prévu, hein. Je ferai des dédicaces Cultura, Fnac, des grandes librairies aussi. C'est très sympathique d'aller rencontrer les gens, j'adore ça. Même des foires aux livres. On fera des foires aux livres, bien sûr. Oui, Voilà, donc, cher Florent, tu as ta réponse. N'hésite pas, tu voilà. connais voilà, On peut me contacts. contacter pour ça, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc merci à vous, cher Laurent. Séraphine est aussi, encore une fois, qui nous dit: le CD est un cadeau physique, bien mieux que le MP3. Élise Pierrotte, bien contente d'entendre votre voix. Et Pauline Géonas qui nous dit: n'est-ce pas encore plus difficile lorsque vous portez un nom? Vous y avez partiellement répondu tout à l'heure. Oui, j'ai partiellement répondu. Oui, c'est plus difficile, oui, bien sûr. Tout le monde pense que c'est. Bon, d'abord, on vit avec. Moi, je fais plus trop état de ça à titre personnel. Je vis avec ça depuis que je suis môme. Bon, je m'en fous. Après, je dirais que oui, c'est surtout le regard des fois des gens, où il est bienveillant, où il est malveillant. Je dirais plutôt de bienveillance, hein. Je dirais, les gens sont beaucoup plus bienveillants que l'inverse. Mais je vous dis encore une fois, le problème, c'est avec les professionnels. Mais il y a des professionnels idiots comme il y a des professionnels intelligents, hein, sans doute. Hein. Il n'y a pas que des cons partout, hein. Loin s'en faut. Mais non, je dirais qu'il y a plutôt un regard bienveillant, mais moi, j'essaye de m'affirmer en tant que moi-même. Mais même si, comme me dit mon producteur, il me dit oui, bah oui, c'est sûr qu'il me dit tu feras des films super, des rôles où tu pourrais être vraiment très différent. Mais en même temps, quand je te vois dans Dumpy, tu es complètement frappadingue, mais on me dit tu es vraiment toi-même en fait. On voit que c'est pas une copie de ton grand-père, tu es vraiment toi, avec ta vraie personnalité et ta folie. On n'a pas tout à fait la même folie. Moi, j'ai une grosse folie, mais bah alors évidemment, ma voix, tout ça, mes mimiques peuvent évidemment jouer pour ou contre moi, je ne sais pas. Ça, c'est pas moi qui décide. Mais dans des trucs drôles, oui. J'avais écrit d'ailleurs un synopsis du prochain Hibernatus, parce que là, ça m'avait vraiment amusé. Et je l'avais proposé à un grand réalisateur qui avait été très intéressé par le synopsis, c'est génial. Et puis il m'a dit ce sera à nous d'écrire parce que moi je prends et on écrit tout. J'aime bien écrire, donc ça m'embêtait. Mais l'idée c'était un hibernatus qu'on fait revenir, je vous donne le pitch, ça va vous amuser. C'est-à-dire que le conflit qu'il y avait eu de la succession n'est pas réglé, parce qu'en fait on se rend compte que l'hiberné, il s'est hiberné et l'autre est mort. L'autre finalement est mort, il faudrait faire revenir l'hiberné pour signer un truc parce que l'entreprise a évolué, ils sont dans l'armement et tout à gros niveau. Ça, en ce moment, ça résonne pas mal. Et les Chinois tentent de piquer le brevet, les Russes aussi et tout. Donc on essaye de cloner finalement l'hiberné. Et en cloner l'hiberné, les mecs ils disent ça marchera pas. Ça peut merder quand même. Bah ça merde.
parce que sa mère, c'est moi qui reviens, chevelu, complètement, voilà, mais avec le mauvais esprit, la mauvaise foi, le mauvais caractère, tous les défauts, mais avec un physique différent, et puis un petit côté un peu plus vachelard quand même. Et c'est un peu un genre de truc un peu fou, un peu à la Grand Blond avec une chaussure noire. En fait, il veut, en fait, à la place, normalement, les services secrets sont sur lui. Il n'a rien à faire que de signer les documents et après on le bute. Mais lui, il n'entend pas comme ça. Bah oui, après, on va le buter, on ne sait jamais. Hein, donc, lui, il n'entend pas comme ça. Il veut mener tout le truc, il veut tout régler lui-même. Ça fout un bordel épouvantable. Et en fait, en fin de compte, il ne va pas se faire buter parce qu'il va comprendre vite le truc. Et puis finalement, il va mener toute cette aventure qui se passera aussi dans les pays étrangers, mais en foutant une merde royale. Justement, il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui nous dit Harley SB, que vous connaissez, qui est là. Oui, très bien, oui. Donc, bonsoir à toi, cher ami. N'oublie pas de passer sur Aix-en-Provence. On t'attend et ça ferait une belle zizanie. Oui, oui, Harley, oui. Je ne vais pas donner son nom parce que tout le monde la connaît bien sur mon Facebook. Voilà. Tu vas bien? Voilà, donc, merci à vous, Harley, d'être là ce soir. Il y a Florent Alfornel, encore une fois, le libraire, qui nous dit n'hésitez pas à passer dans les petites librairies indépendantes. Oui, mais bien sûr, ça fait partie aussi du plaisir. Moi, je veux dire, là où on fera des dédicaces, c'est plutôt sympathique, même dans les villages, ça peut être hyper sympa. Voilà, effectivement, gens, à Fuveau, ce sera une très belle librairie dans un très beau village. Encore une fois, je remercie publiquement Florent pour cet après-midi, puisque on était en visite dans le village de Fuveau, à côté d'Aix-en-Provence, que Harley doit connaître, à la rencontre d'un auteur aussi. Donc vraiment, merci à vous. Donc vraiment, si vous êtes de passage, n'hésitez pas à les rencontrer. Florent, c'est un passionné de la lecture. Donc encore une fois, merci à vous. Harley qui nous dit, oui, ravi de te voir enfin, de vous voir tous les deux. Merci à vous, Harley, d'être là. Séraphine qui nous dit, Hibernatus en plus scénique comme vous. Hibernatus en plus cynique? Par rapport à votre projet. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on est plus moderne. Le cynisme, c'est la modernité aussi, parce que ce monde est cynique. C'est-à-dire que vous imaginez quand même pas Hibernatus avec mon grand-père où on dit il faut le buter. Si, là, je suis désolé, je gêne, je dérange. Le projet, c'est de faire revivre ce cloné, en espérant que tout va bien se passer. Ça se passe pas trop mal, mais bon, il a un physique différent quand même, il est un petit peu nerveux aussi, c'est un putain de... Il y va, quoi. Et puis quand finalement, un petit incident arrive à son oreille, quand on est en train de le cloner, au moment où c'est en phase finale, il entend les ingénieurs qui sont derrière lui, les scientifiques, disent de toute façon, lui, il va pas avoir une grande vie. Lui, dès qu'il a signé le truc, on le zigouille, on le remet dans son truc et paf, on le fout en l'air. Mais lui, il entend tout. Alors ça fout un bordel parce qu'il est moderne, physiquement, je suis moderne, beaucoup plus physique et sportif que mon grand-père, je suis très sportif. Donc je vais me servir aussi de ces arguments sportifs, modernes, pour aller visiter finalement un autre Hibernatus. C'est toujours la même veine, avec cet humour que je sais écrire, parce que c'est ma folie à moi, cette écriture-là, très de Funesienne. Alors ça, c'est mon truc, j'adore ça, les gags à la con qui fusent, j'en fais vraiment, j'adore, mais avec donc un contexte très moderne, un contexte de guerre froide, je dirais, comme actuellement. Rime de Vervouy, justement, qui me dit « C'est sympa de reconnaître certains traits de votre grand-père chez vous, mais on vous apprécie également pour ce que vous êtes, juste vous. Votre livre audio m'intéresse bien pour ma fille de 6 ans, car on lit des fables ensemble parfois, mais avec vous, ce sera encore plus ludique. Elle me posera peut-être moins de questions. Je suis contente de cette découverte pour ma part. » Voilà. Donc, ça, c'est pas faux, le côté moins de questions. Merci à vous, en tout cas, Laurent. Tali qui nous dit quand vous êtes sur Aix, un petit passage à Fuveau serait top. Et Joël qui nous dit on a hâte de voir ça. Voilà, mais en tout cas, une belle découverte pour l'ensemble du groupe. Il y a une question aussi qui dit vous jouez, vous écrivez et justement, est-ce que vous réalisez vous également? Non, du tout. Alors là, non, parce que je vais dire déjà, il faudra trouver du temps. Réaliser, c'est vraiment un autre métier. Vous savez, déjà jouer, écrire et jouer. C'est pas facile, comme disait Jean Reno, elle me dit parce qu'en plus c'est toi qui as écrit. Parce qu'il dit tu as le rôle machin, hop, je dis toi Jean, t'as ce rôle-là. Et puis il me dit parce que c'est en plus toi qui as écrit. Je dis ouais oui. L'air de dire, en fait, en France, on mélange pas trop les activités en fait. On a du mal à écrire et à jouer en même temps. Je vois pas pourquoi, mais par contre réaliser en même temps, si, il y a des gens qui le font très bien. Dupontel réalise, Albert Dupontel que j'adore, il réalise, mais c'est un mec assez brillant. Albert Dupontel, il est déjà passé par l'écriture. Albert Dupontel, il a écrit ses sketchs. Après, il a été comédien. Et après, il est passé à la réalisation.
Mais tout ça, ce sont des étapes et qui correspondent ou pas à une envie. Mais pourquoi pas plus tard, oui. Pourquoi pas? Et justement, vous citez depuis tout à l'heure plusieurs acteurs, Jean Reno, Oui. Dupontel, vous avez donné la réplique aussi à Michel Galabru. Est-ce qu'aujourd'hui, vous Ah avez oui, oui. un acteur préféré aujourd'hui? Non. Non. Enfin, si, bon, si, il y en a un que j'adore, mais c'est Gégé, Gérard, Depardieu, notre Gégé, je l'adore, Gégé. Parce que, voilà, il a une puissance et il est unique, quoi. Moi j'aime bien les acteurs qui ont un truc, quoi. Je veux dire, un acteur, c'est quoi? Mais il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui, je critique personne, hein, mais l'acting aujourd'hui, c'est quoi? Vous jouez, il faut pas jouer, on dit, il faut pas jouer. Mais non, c'est pas vrai. Un acteur, c'est une puissance, c'est Gérard, c'est une voix, c'est un physique, c'est une voix, une douceur qui est paradoxe de son physique, en fait, cette douceur, cette voix douce qu'il a, qui est extraordinaire. Mon grand-père, c'était une voix, un physique, une mobilité incroyable, mais une voix aussi incroyable. Vous prenez des montants, vous prenez plein d'acteurs. Jean-Pierre Mariel, oh Jean-Pierre. Ben, Jean-Pierre, c'était aussi une voix extraordinaire. Vous savez, les acteurs, c'est d'abord des voix. Je pense que ce sont d'abord des voix. Et quand un acteur n'a pas de voix, eh ben pour moi, ça ne va pas bien se passer. D'ailleurs, on en voit aujourd'hui qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas un timbre, rien. Ils n'apportent rien. Parce que la voix, c'est de la musicalité, c'est une couleur et de la musique. Et justement, que vous parliez des différentes époques, il y a une question de Sonia qui me dit si vous deviez choisir une autre époque pour y vivre, ce serait laquelle? 1960. Les années 1960, bah ouais. Non, puis les années de la vie super, ben, insouciante quand même un peu, quoi. Je veux dire, on n'avait pas les tracas d'aujourd'hui, cette géopolitique hyper pourrie, ces problèmes qu'on a avec les gens existentiels, de savoir si je suis genré ou pas, il ou elle, tous ces trucs de dingue, je peux plus parler d'un homosexuel, je suis plus homosexuel, je peux pas parler d'un noir si je suis pas noir, je peux pas parler d'un juif si je suis pas juif. Mais ça va, quoi. J'en ai marre, j'en ai plein le cul de cette époque, quoi. Je veux dire, ça me fatigue. On peut plus rien dire, on peut plus rien écrire, et ben ça m'ennuie. Voilà, clairement, ça m'ennuie. Et je m'en fous complètement, je continue là-dessus. Oui, bah, votre grand-père avait un petit peu cette vision-là aussi. On le voit Oui, souvent. c'est vrai d'ailleurs avec Rabbi Jacob. Avec Rabbi Jacob, il y avait eu cette vision, mais c'est pas lui qui l'écrivait, c'était Ouri avec sa fille et d'autres personnes, j'imagine. Mais c'était très audacieux déjà. Un film comme Rabbi Jacob ne pourrait pas ressortir aujourd'hui. Eh ben, je suis pas d'accord. Alors, je suis pas d'accord aujourd'hui parce que tout dépend de l'acting. Vous savez, il faut assumer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, moi, si je faisais un film, si j'écris Hibernatus, là, je me tape l'écriture d'Hibernatus, ils vont en prendre tous plein la y parce que je m'en fous. Il y aura pour les Noirs, les Arabes, les Blancs, il y en aura pour tout le monde. Parce que c'est comme ça. On doit assumer. Il faut assumer. Et c'est pas méchant. Je suis pas raciste. Imaginez, moi, je suis d'origine latine plus que latine. Nos origines remontent à Cuba. On est vraiment des latinos parfaits. Donc, je peux pas être raciste. En plus, je trouve ça très con d'être raciste. Par contre, qu'on continue à blaguer, à faire de l'humour. Moi, l'humour, je trouve ça très essentiel. Donc, je ne veux plus aujourd'hui me censurer. Et je sais que dans mon spectacle, qui sortira, que je vais faire cette année, il y aura des petits grincements dedans. Ouais, ça va grincer un peu des dents, parce que j'en mets un peu dans les... Je tape un peu comme ça, un peu brutalement parfois dans les idées préconçues, parce que j'en ai un peu marre de MeToo, tout ce qui se passe, c'était formidable, mais les excès dans tout nuisent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un type ne peut plus parler à une femme sans qu'il soit traité de quoi que ce soit. Tout devient équivoque. Vous faites un compliment, c'est devenu dramatique. Et puis, je dirais que l'époque est trop tendue. Donc, moi, je pense qu'au contraire, Rabbi Jacob aujourd'hui ferait beaucoup de bien aux gens. J'en suis convaincu, c'est une question d'écriture, une question d'audace et une question d'acteur. Bien sûr, ouais. Ça rejoint ce que nous dit Bridget, qui dit « Je suis bien d'accord, Laurent, mais justement, elle a la censure. » mais la censure, on s'en fout. Vous savez, la censure, c'est vous, le public, qui aussi fait qu'on casse la censure. C'est-à-dire que Rabbi Jacob, il s'attendait vraiment à se prendre un four. Il s'attendait vraiment à se prendre un four. Ils se disent, bon, on va se prendre des bombes dans la salle et tout. Le public mort de rire, les Arabes morts de rire, les Juifs morts de rire. Vous prenez un Arabe, un Juif aujourd'hui, il trouve Rabbi Jacob génial. Il n'en a rien à foutre que ce soit... Parce que le personnage de mon grand-père qui fait passer le message est candide. Il est agréable. Il peut dire des horreurs et être sympathique.
Justement, il y a une question. Est-ce que si ça n'avait pas été Louis de Funès, votre grand-père, qui l'avait tourné, est-ce que le film aurait eu autant de succès? Alors, c'est vrai que c'est difficile à y répondre, mais est-ce Mais non, je qu'aujourd'hui, on pense suit sa pas. Non, je patte parce pense que c'est pas. depuis... Non, 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 il a été écrit pour lui. Franchement, les films étaient écrits pour lui, hein. Je sais que Gérard Houry avait écrit, avec Daniel Thompson, sa fille, avait écrit vraiment le film pour lui. Donc, si vous voulez, les répliques, tout ça sont fonction du personnage. C'est pour ça que je vous disais, moi, quand j'écris en fonction d'un acteur. Je pense à un acteur. Et même quand moi, j'écris ma pièce que je vais jouer, je pense à moi au moment où je la joue. Cette phrase, je l'ai déjà intégrée, je dis, tiens, je me vois la dire comme ça. Et ça fait partie du travail de l'écriture que d'imaginer aussi un acteur. Et sans mon grand-père, je pense que ça ne serait pas passé. Non. Parce que bon, il a quand même une drôlerie, si vous voulez, extraordinaire. Oui. C'est époustouflant. Quoi. C'est-à-dire, même, tu peux regarder 20 fois, je ne m'ennuie pas une seconde. Quoi. C'est dingue. Et Surtout dans les justement, films de Houry. Alors, les films de Gérard Houry, moi, je suis un fan. C'est ouais, du Cécile B2000. C'est des productions extraordinaires. C'est bien écrit, c'est bien tourné, c'est bien monté. Magnifique. justement, il y avait la question. Et quel est votre film préféré de votre grand-père? Ah, alors, le film préféré, moi j'adore, enfin, j'en ai plusieurs, mais j'adore La folie des grandeurs. Eh oui, Il est là. Victor Monseigneur. Le pompon comme ça, c'était bon. Il m'acclamait pas. Il m'acclamait pas. C'est épouvantable. Il est ignoble. Ça, j'adore ça. Plus il est ignoble, plus je me marre. Et puis Rabbi Jacob, bien évidemment, qui est magnifiquement écrit. La Grande Vadrouille, alors on n'en parle même pas, c'est un sommet. La Grande Vadrouille est un sommet d'écriture et de filmage. Et oui, mais en tout cas, merci beaucoup. Donc là, je vois les gens, effectivement, qui mettent des pouces, qui rigolent, parce qu'effectivement, voilà, vous avez vraiment les mimiques. Et il y a justement une très, très bonne remarque qui dit: votre regard de photographe serait très intéressant à voir dans la réalisation. La réalisation de films. Film, ouais. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, moi j'ai un regard très cadré hein, quand je regarde un plan. D'ailleurs, je ne peux pas regarder un seul film, sans regarder vraiment les plans. J'ai tout de suite les plans dans les yeux, je vois comment ça fonctionne, c'est bien. Des fois, je vois des images époustouflantes. Il y a beaucoup de réalisateurs qui font des images extrêmement belles. C'est chiadé, c'est beau, quoi. On se dit, waouh, il y a du travail à la lumière. Moi, j'adore ça. Et le petit film qu'on a fait avec Eric, qui est un truc qu'on a fait vraiment. En fait, c'était pour se chauffer, quoi. On s'est dit, on va se chauffer, on se fait un petit film entre nous. On ne va pas forcément le montrer. Michel Galabru, que je connaissais très bien, a voulu Michel. Il m'a dit, si tu me prends pas dans ton film, c'était son agent qui m'a dit, Laurent, parce que Michel était fatigué. Je lui ai dit, vous savez, je ne vais peut-être pas faire tourner Michel. Il m'a dit, mais Laurent, ne faites surtout, c'était Babette qui m'avait dit, mais surtout faites pas ça. Si vous prenez pas Michel dans votre film, il va vous faire une gueule. Donc j'avais dit à Michel, non, non, tu vas venir. Ah, ben j'espère bien. C'était terrible. Et alors, Michel est venu, donc on s'est bien marré sur le plateau. Et Michel, au dernier moment, il a dit, il me prépare quoi, celui-là? Il me dit, ça va? Je dis, ça va, et toi? Non, ça va, ouais. Et puis, il me regarde, il me dit, tu sais, on va faire un petit truc. Je dis, oh là là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il me dit, tu vois ton texte là? Bon, il est très bien, t'inquiète pas, il est très très bien. Mais on va faire un truc que j'ai vraiment envie de faire avec toi, c'est qu'on va partir sur un live en impro. On oublie le texte et on part en improvisation. Je regarde Eric Atlan et Eric me dit, ok, on y va. Je dis, de toute façon, c'est pas bon, on refait. Hein. Et puis, on est parti. Et puis, ce salaud de Michel, il m'a coincé. Il m'a coincé, le Michel. Il connaît ma sensibilité. Et donc, il m'a coincé, quoi. Il m'a coincé, il m'a même tiré l'alarme pendant le tournage, quoi. Ça se voit, quand je repars, j'ai l'alarme à l'œil, quoi. Ouais. Dans le film. Parce que Michel m'a coincé sur le côté émotionnel de la chose. Et il était très intelligent, Michel, attention. Hein. C'est un gars qui avait une finesse d'esprit. Quand on parlait littérature avec lui, on parlait culture. C'est un gars brillant, hein, un type tout à fait. Ça, c'est pas le goguenard de ses films. C'est un gars qui avait un sens de la drôlerie, un sens de la comédie à la française extraordinaire. Et donc, Michel avait cette image incroyable. Et en fonction de la personne qu'il avait en face, il savait se caler. Et il m'a dit, il me connaissait tellement bien, il m'a dit, toi, il s'est dit, je vais t'avoir au sentiment. Et là, il m'a eu. On a fait une scène qui était complètement incroyable. C'est Michel qui s'endort, qui meurt face à moi et tout. Ah ouais, le truc, putain, j'étais secoué, quoi. Il a eu un dialogue comme si il me parlait à mon grand-père. Il me prenait pour lui et puis on a eu un dialogue assez waouh. Et donc, à la fin, il m'a tiré l'alarme parce que moi, je me suis dit, le salaud, il m'emmène vraiment dans un univers là que je ne peux pas contrôler, quoi, qui est celui de l'émotion.
j'ai du mal à contrôler ça, quoi. Donc, c'était assez émouvant. Puis après, à la fin, il m'a dit alors, j'ai dit bah, tu m'as bien eu. Tu m'as bien eu. Mais bon, c'était un tel plaisir d'avoir Michel avec moi sur un plateau. C'est un homme que j'adorais. Bien sûr, mais on sent effectivement quand vous parlez que vous êtes quelqu'un quand même d'assez émouvant et que vous avez sûrement votre part de Bah, sensibilité. j'ai une très grande sensibilité, oui. Donc, si on m'emmène sur des sujets d'émotion, là, faut que je sois un peu. Ouais. Parce que moi, ça me parle à l'intérieur profondément, quoi. Les choses m'atteignent. Ouais, ouais. Mais c'est un peu peut-être pour ça que j'ai une sensibilité au jeu, une sensibilité à l'écriture aussi, c'est le côté artistique. Je suis très dans l'émotion, quoi. Donc, l'émotion, pour moi, c'est quelque chose que je ne veux pas lâcher, quoi. Voilà, c'est un peu ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que pour vous, peut-être l'humour, c'est aussi comme une carapace de se réfugier dans Ah, l'humour. totalement. Pour Ouais. moi, d'abord, je suis quelqu'un de. Ouais, j'adore l'humour. Mais si je suis cynique, c'est pas parce que je suis un garçon cynique. Vous savez, ma grand-mère, elle m'appelait La Fleur. La Fleur parce que j'étais toujours en train de rêver. J'écrivais des poèmes. J'étais un garçon très timide. Et donc, en fait, je suis devenu comme ça aussi par imagination, parce que j'ai toujours eu une très grande imagination. Ça fait partie de mon univers. Et puis le monde, je trouve ce monde dur, très dur, quoi. Et donc, je suis un peu comme un clown blanc. Mais vous savez, mon grand-père était un peu comme ça aussi, hein. On est un peu des clowns blancs. Les clowns blancs, c'est des clowns qui font rire, mais malgré eux, mais à qui en même temps, ils arrivent à faire rire parce qu'ils comprennent le négatif des choses. On a un sens de l'observation qui fait qu'on voit ces choses-là, les travers, on étudie, on les voit tout de suite, et on les fait ressortir avec drôlerie, mais en même temps, au fond de nous-mêmes, ils nous touchent. Ces choses nous touchent. Moi, quand j'écris des trucs, évidemment, des fois vachement cyniques, hein, les gens me disent putain, là, t'es allé loin. Ouais, d'accord, mais est-ce que le monde, il va pas loin? Si, le monde va très loin. Le monde va loin parce que le monde, il est sans limite. Aujourd'hui, vous le voyez bien, les gens font n'importe quoi, c'est sans limite. Ouais. Pourquoi est-ce qu'un humoriste n'irait pas finalement, même avec un nom comme le mien, De Funès, finalement, bah, je suis De Funès avec ma tronche, voilà. Et puis, mais je vais vous dire des choses aujourd'hui qui sont des choses d'actualité. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est ce que disait Karim tout à l'heure, hein. On espère pour vous, Laurent, le même succès que votre grand-père, mais avec votre C'est propre différent, nom. très différent. Voilà, mais en tout cas, c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous. Donc, il y a encore pas mal de questions, mais on vient de passer l'heure de live. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps, si vous souhaitez qu'on Oui, continue. oui, ça va, on est lancé, Merci. Voilà, donc en tout cas, merci à tous d'être présents ce soir. Il y a pas mal de questions, beaucoup de gens qui réagissent à ce que vous dites. Rim qui nous dit effectivement, vous avez raison, cette époque dans laquelle on vit est fatigante. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire sans que ça fasse des polémiques. Qui nous dit également, Rim, la voix fait passer des émotions. Elle est une des premières choses qui nous touche en tant que spectateur, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, d'où l'intérêt de sortir votre CD. On l'attend, ce CD. Séraphine qui nous dit si demain vous deviez réaliser un film, quelle serait votre quelle serait votre distribution de rêve pour un prochain scénario? Ça dépend tellement du film, mais une distribution de rêve, c'est des gens avec qui je m'entends bien, une espèce de famille, comme on dit, avec qui on s'entend bien. J'aime bien avoir le contact. Le contact avec les gens, c'est important. Quand je suis rentré chez Victoria, on a pris rendez-vous. Je me rappelle, je dis ça parce que c'est quand même une actrice, Victoria, quand même, Avril, c'est pas rien. Hein. Pour moi, c'est jaloux. Hein. Même quand j'ai rencontré Jean Reno, Jean, c'est quand même, voilà, c'est Jean Reno, quoi. On arrive, aussi, bien sûr. C'est quand même des monuments, quoi. Bon, j'en ai rencontré d'autres encore, hein, plein d'autres dans ma vie, mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens plus monuments, et je suis toujours quelqu'un de timide au fond de moi-même, même si je cache ça par une faconde un peu bidon. Mais Victoria, j'étais très impressionné. Hein, donc, mais elle m'a mis très vite à l'aise. Et par contre, quand on a bossé, je dis waouh, pas que je fasse une connerie, quoi. Elle me juge et tout. Elle est très pro, très sérieuse, très professionnelle, très sympa. Mais on sent que tout est permis, que tout est possible avec des gens comme ça, parce que ce sont des gens qui ont du cœur. Et moi, ce qui m'importe plus, c'est les gens qui ont du cœur et du métier aussi, parce que on m'a dit, mais tu sais, les acteurs, quand ils arrivent sur le plateau, ils ne connaissent pas leur rôle. Ah bon? Comment ça, ils ne connaissent pas leur rôle? Parce que moi, je me fais un devoir d'apprendre mon texte quand même. Oui, il y en a plein, ils arrivent. Et ce qui n'est pas le cas des acteurs américains, ils sont super sérieux. Hein. Mais il y a plein d'acteurs français qui arrivent, ils improvisent littéralement, ça les fait chier le texte.
un texte, c'est important. Et puis quand on sait, je vais répondre à une des questions qui a été posée tout à l'heure et j'y reviens, quelle est la différence entre apprendre son texte et le jouer? Elle est fondamentale. Lorsque vous apprenez votre texte, vous ne le jouez pas, vous l'avez en tête. Mais lorsque vous jouez, il se passe tout à fait autre chose. Le texte se matérialise différemment. Et c'est pas si simple. On peut parfaitement connaître son texte par cœur, et puis au moment à l'instant T, avoir un trou ou ne plus savoir comment le jouer, quoi, parce qu'il y a une vraie intention à donner dans chaque partie. Et donc, on vient réfléchir à tout ça. C'est-à-dire j'apprends le texte, et puis après, comment je le redistribue, comment je le joue. Il y a le metteur en scène, il y a les conseils ou pas. On dit qu'un acteur est un bon acteur, mais s'il est bien cadré aussi. Et c'est vrai, l'acting, c'est important. Si le metteur en scène sait diriger son acteur, c'est important. Il y a des metteurs en scène qui ne savent pas diriger, mais d'autres qui savent très bien diriger. Le casting de rêve, c'est ça, c'est plus un casting, de gens qui ont une émotion, qui arrivent à faire passer des choses avec lesquelles on s'entendrait bien, parce que c'est important sur un plateau, hein, vous êtes 5 semaines ou 6 semaines ensemble. Si ça se passe pas bien, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ok, merci beaucoup. Encore pas mal de questions et après on va pas tarder à arrêter parce que sinon on pourrait parler pendant des heures et j'imagine que vous avez aussi un emploi du temps, mais je rappelle pour ceux qui nous rejoignent donc vous êtes donc l'auteur du conte Raconte-moi, du livre audio, on peut le dire comme ça. Non, mais en fait, je vais reprendre parce que là, je ne suis pas l'auteur parce que ce sont des contes, des fables de Jean de La Fontaine. Et bien après, il y aura des contes de Grimm, des contes de Perrault, voilà. Moi, par contre, je suis l'auteur d'une pièce de théâtre et de film qui vont sortir. Voilà. Ça va comme ça, c'est mieux. C'est mieux, voilà. Donc effectivement, on le voit, le visuel à l'écran. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je ne les vois pas du tout. Alors moi, je me vois figé depuis tout à l'heure. Je ne bouge pas. C'est formidable de se voir ça, pas bouger comme ça. C'est formidable. Désolé s'il y a ce petit souci technique de votre côté. Mais les autres, ils me voient bouger ou pas? Ah oui, je pense qu'on vous voit bouger, puisque j'ai vu tout à l'heure que quand vous parliez, on vous a vu faire la grimace. Faites-en une, on aura tout de suite un commentaire. Voilà, désolé si vous avez ce petit souci technique. Mais c'est pas grave, je m'en fiche, moi, de me voir. Il y aura un écran noir à côté, ça ne me gênerait pas. Mais non, après, oui, l'écriture, c'est quelque chose de très important. Ça sert à faire passer les choses. La voix, l'acting, tout ça, c'est hyper important. Ouais. Et justement, une question intéressante de Sonia qui dit « Est-ce que vous avez un genre littéraire préféré et quel est le titre du livre que l'on peut trouver sur votre table de chevet ?» Putain, j'aurais dû préparer cette question là. Oh. Bon. Sonia, elle a l'habitude pour venir poser toujours des questions pièges. Ça, alors bon, moi j'aime bien un auteur qui est moins connu aujourd'hui parce qu'évidemment c'est plus de ma génération, mais j'aime bien Boris Vian. Voilà. L'humour de Boris Vian, qui est un humour extrêmement fin, décalé, avec une folie, une poésie, une fraîcheur, que j'ai toujours adoré. Boris Vian, et s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est une très bonne chose, donc ils ont qu'à regarder un peu les ouvrages de Boris Vian, c'est magnifique. J'ai même aimé, évidemment, il y a toute la littérature d'aujourd'hui, je lis un peu de tout, vous savez, je suis très éclectique, donc je ne peux pas dire que j'ai un auteur particulier, je m'intéresse à tout. Mais quand j'étais jeune, j'adorais René Fallet aussi. D'ailleurs, René Fallet, qui a écrit le film Joue mon grand-père avec la soucoupe volante, la soupe aux choux, est issu d'un roman de René Fallet. D'ailleurs, film que j'avais peu apprécié parce que je trouvais ça mal traduit, en fait. Les romans de René Fallet étaient tellement plus beaux que je n'ai pas trouvé ça facile à traduire, et voir mon grand-père péter, ça m'avait un peu choqué à l'époque. Ça m'avait fait drôle, quoi. C'était pas l'habitude, quoi. Et ouais. J'ai trouvé fatigué, il était tout maigre en plus à l'époque. Moi, mon grand-père, quand je l'ai vu enfant, quand je le connaissais, il avait ce côté un petit peu rondouillard, vous voyez, qui était fort sympathique. Le jour où il a eu cette crise cardiaque en 75, il a maigri de 20 kilos, quoi. C'était plus le même homme, hein. Comme ça, plus la même énergie, les mêmes trucs, donc c'était différent. Pour moi, l'apothéose, c'était Rabbi Jacob et tous ces films-là où il a eu une énergie énorme. La folie des grandeurs, ça c'est magnifique quand il est dans son carrosse, quand il se déguise en femme, et comme ça vous me reconnaissez, c'est magique tout ça. Mais c'est aussi des textes très bien écrits. Oui, bien sûr. Comme voilà, j'ai répondu Boris Vian, et pour moi, un type qui a beaucoup de poésie en lui, oui.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Beaucoup de remarques, beaucoup de questions. Mais en tout cas, tout le monde confirme qu'on vous voit bien bouger. Il y en a beaucoup qui disent qu'on ne voit pas la grimace, mais parce que vous n'en avez pas fait. Bon, Mais voilà. Mais en tant tout mieux. cas, Je on suis pas vous là voit pour faire bouger. des grimaces. Hein. Non, non, on est là. Hein. C'est sérieux comme live. Hein, on est là. Justement, encore une fois, Tali, qui a l'air de vous apprécier. En tout cas, c'est ravi en tout cas. Qui nous dit, est-ce que vous avez fait du théâtre plus jeune pour apprendre le métier d'acteur ou de cinéma? Du tout, en fait. Enfin, si, j'ai une amie qui va se reconnaître, puisque je vais parler d'elle. On se connaissait, une femme m'a rappelé sur Facebook en me disant, tu te rappelles de moi? On se connaissait quand on était à Autran, on était gamin et tout. Je dis, oh la vache, dis donc, incroyable, elle m'a ressorti des souvenirs. Elle me dit, tu te rappelles pas, tu jouais dans une pièce. J'en viens, elle me dit, tu jouais dans une pièce, qu'est-ce que tu nous faisais rire? T'étais drôle. Elle me dit, mais tu voulais plus quitter la scène, tu t'arrêtais pas, quoi. Elle me dit, t'improvisais, tu y allais pleine balle. Elle me dit, je me rappelle vraiment de cette scène, elle avait tout décrit, elle avait une mémoire incroyable. Et ça, c'était très, très drôle de se rappeler ces souvenirs-là. Mais non, je n'ai pas pris de cours jusqu'il y a à peu près 10 ans, où une amie est venue me chercher en disant, tiens, tu veux faire du théâtre? Écoute, c'est intéressant, je rejoins une troupe d'amateurs avec des professionnels, donc des profs professionnels, dont deux professeurs qui étaient actrices. Et est-ce que tu veux nous rejoindre? Moi, je m'étais dit, super, je vais voir un petit peu. Et ça m'a tellement plu qu'effectivement, j'ai adoré faire ces cours de théâtre. J'ai touché aussi bien Britannicus de Racine, qui a été finalement une révélation incroyable, parce que cette prof m'avait dit, mais si, tu seras super bien. Il y avait deux profs. Il y avait Beata et puis Edith. Et Beata disait, maintenant, il est très bien dans le comique, Laurent, quand il bouge et tout, il a une façon, il est très bien dans le comique. Et Edith Verne disait, oui, mais moi, je suis sûr que Laurent, il a un truc très classique, et il peut être formidable dans le classique. Et moi, quand vous m'avez dit ça, classique, moi. Et puis finalement, en lisant Britannicus, je me dis, oh là 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 là. Et puis en le jouant, elle m'avait filé le rôle de Néron. Et c'était extraordinaire, parce que Néron est un type qui peut avoir des regards, des expressions très dures, épouvantables. Il est manipulateur, machiavélique, mauvais. Il y a des intentions en lui très rentrées, une espèce de fureur intérieure qui fait que j'avais adoré ce rôle. Et en fait, elle avait vachement raison, quoi. Apprendre les classiques, apprendre ces choses-là, et essayer de leur donner corps avec sa propre personnalité, tout en intégrant bien le personnage, ça nous apprend terriblement sur soi-même aussi. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, je vois que les gens réagissent. C'est vraiment un honneur de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup, nous dit Laurent. Il y a également une petite question, et on terminera par là, parce qu'après, il faudra qu'on arrête, mais qui nous dit, si vous deviez faire une réplique... Vous avez quelque chose à faire ce soir, vous? Je sens que c'est vous qui avez un truc à faire. Ah non, du tout. Non, moi j'ai largement le temps. Hein. C'est un réel plaisir, en tout cas, de discuter avec vous. Mais après, j'ai pas envie de vous faire... non, mais ça va. J'ai rien de prévu. Donc, voilà, à 21h, on peut boucler quand même. À 21h. Non, parce qu'après, on va prendre l'apéritif. Alors, sinon, on se les bouteilles ensemble. Voilà. En tout cas, avec plaisir. Et il y avait justement une question, alors je ne sais plus où elle est, où, enfin, quand on dit si vous deviez imiter, enfin, c'est vous qui voyez si vous êtes d'accord, si vous deviez aujourd'hui faire une scène célèbre de votre grand-père, ça serait laquelle? Alors, avec Marthe Mercadier, j'avais demandé à Molinaro, on l'avait appelé Molinaro pour lui dire, est-ce que ça te gêne? Est-ce que je lui avais dit, est-ce que ça t'embête que je reprenne ta scène d'Hibernatus où, tu sais, je lui dis tout? Je tourne autour du mec, je lui dis tout. Il m'a dit, non, tu fais ce que tu veux, attends, toi, tu peux te permettre, tu peux le faire, quoi. C'est toi, t'y vas, quoi. Et Molinaro m'a dit, non, attends, vas-y, sans souci, quoi. Et donc avec Marthe, on s'était dit, tiens, elle avait trouvé que c'était une bonne idée, que je reprenne cette scène comme un espèce de flashback, finalement, mais plus clin d'œil amusant. Hein, cette scène où je tourne autour, on faisait monter un spectateur sur scène, et je commençais la scène, et maintenant je vous dis tout. Et là, je vous dis tout. Et là, ça partait. C'était comme ça un truc. Je lui tournais autour comme ça. Et c'était très marrant parce que c'était une scène qui était drôle parce qu'elle était très clin d'œil. Voilà, les gens, ils en avaient un peu pour leur argent aussi. Voilà, c'était un peu ça. Et puis, moi, ça m'avait bien amusé parce qu'évidemment, de voir les gens rire, c'est toujours agréable. Mais je ne suis pas dans l'imitation, en fait. Je cherche pas du tout à l'imiter dans le sens où, pour moi, j'ai ma personnalité. Voilà. Et si d'ailleurs je devais refaire ce film que je voudrais écrire, une suite d'Hibernatus,
je prendrais ma personnalité. Alors évidemment, avec tout ce que j'ai en moi de lui. Mais j'ai lui en moi en lui. Vous voyez, c'est un peu une espèce de mélange bordélique, mais avec ma personnalité. Et oui, mais c'est important justement, restez Laurent, soyez Laurent C'est et ça. aimez Laurent comme il est. C'est vraiment, et c'est pour ça, Ouais. comme tout à l'heure, pour ceux qui viennent d'arriver, moi ce que je peux vous proposer à ce moment-là, et ça me permet de revoir un petit peu les questions, c'est de re-regarder vite fait un petit extrait de ce que vous Ah avez bah, fait. remettez plutôt la grenouille. Qui veut se faire plus grosse que le bœuf Et de ben Jean voilà, de La Fontaine. de Jean de La Fontaine. Voilà. Vous Présentation savez, par. c'est le truc que j'avais passé en image que j'avais passé avec Sous l'arbre. Oui, bah Eh écoutez, ben, moi passez ça. je propose de passer ça et ensuite Voilà. on en discute. Allez, hop, tac, c'est parti. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf de Jean de La Fontaine. Une grenouille, un bœuf, qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, chétan, et sans je travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant regardez bien ma soeur. Et ça c'est dites-moi, mais si je pointe encore Nenni. Mais voici donc. Voilà du tout. Oui, voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien. Quelle crevade! Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut pâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère Grand. Il heurte. Toc toc. Qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix. Qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère Grand, qui était dans son lit, à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chérera !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Allez. Donc voilà, raconte-moi, conté par Laurent de Funès. Alors, ça, c'était la grenouille qui veut se faire plus grosse que la bœuf. Ça, c'était pas. Mais je crois que je l'ai faite dans Raconte-moi aussi. Oui, je l'ai faite. Oui, j'en suis sûr. Je l'ai faite, la grenouille. Elle est trop drôle. On le voit, en tout cas, c'est donc effectivement, donc pour ceux qui nous rejoignent, est-ce que vous pouvez Est-ce nous que ça rappeler? n'aura plu, la grenouille? Eh bien, écoutez, dites-nous en commentaire si ça vous a plu, mais en tout cas, je relis les commentaires. Hein. Vous avez vraiment sa voix, un live très intéressant. C'est un plaisir de vous écouter, cher Laurent. Sacha Noah qui nous dit merci pour ce live, c'est très intéressant. Merci pour ce live, bonne soirée à tous, il nous dit Lolo. Sonia qui nous dit merci beaucoup pour ce très bon moment, une belle découverte. Quira qui nous dit aussi qu'elle arrive. Bonsoir, j'arrive en retard, nous dit monsieur, pas grave. Pas grave, nous on prend les retardataires aussi. Oui, on prend tout le monde, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, c'est un réel plaisir. Dixili qui est là, la plateforme littéraire Dixili, si vous ne connaissez pas, je vais laisser Mathis justement mettre le petit lien. C'est une plateforme Dixili, une plateforme littéraire, vous voyez, comme vous, qui nous dit il faudra passer chez nous, présenter votre livre sur 1 minute, un livre. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Dixili. Bien sûr. Sacha qui nous dit excellent, très intéressant pour faire découvrir les fables de La Fontaine aux enfants Oui. à l'école primaire. Exactement. Voilà. C'était le but vraiment ça, d'être pédagogique. Vraiment. Parce que moi, j'en ai tellement bavé avec les fables de La Fontaine quand j'étais jeune
que je me dis, il faut passer par même les contes. C'est pas si simple, des fois, à comprendre, et plus on a envie de rire. Les fables de La Fontaine, elles sont rendues, je vous disais. Hein. C'est compliqué. Effectivement, et encore une fois, l'idée revient, hein, voilà, de pourquoi pas un CD. C'est en projet. Hein, Oui, un CD, on va le faire, ça. Ouais. On va le faire. Donc, effectivement, le volume 1 prédit vraiment, il y aura un Et en volume fait, on 2. voulait faire 7 volumes ou 10 volumes. En fait, en tout, il y aura 7 ou 10 volumes. Et on va faire un coffret complet après, avec les 10 volumes et tout ce qui est. Voilà, on va faire, vous savez, comme tout le monde fait aujourd'hui. Hein. On va publier des coffrets, des machins. Eh ben, une belle découverte pour moi, c'est magnifique, nous dit Colera. Séraphine qui nous dit hâte de découvrir les contes de Perrault sous cette forme extrêmement vivante. Oui, Perrault, c'est magnifique, Perrault. Ça peut faire peur, mais c'est très, très beau. Lequel conte de Perrault elle préfère, cette personne? Alors, lesquels, par exemple? Intéressant, tiens, il y a du monde. Dites-moi quels sont les contes que vous préférez. Voilà, dites-nous. Bridget qui nous dit Monseigneur Rilelor. Donc, ça, c'est par rapport à tout à l'heure. Ça, c'est pas un conte. Ça, c'est la vérité. C'est vrai. C'est pas une flatterie, c'est vrai. Justement, elle nous demande est-ce que vous pouvez juste nous refaire cette scène Monseigneur Rilelor. Ah ben, je la connais pas, en fait. Hein. Mais c'est pas. D'ailleurs, attendez, c'est pas lui qui fait ça. C'est Montand qui fait ça. Donc, je vais pas imiter Yves Montand. Voilà, Bridget. Tout le monde dit Monseigneur, mais c'est pas lui qui fait Monseigneur Rilelor, c'est Yves Montand qui fait ça. Oui, c'est quand lui qui fait la scène, il en manquait. L'encul. C'est épouvantable, ça. Mais c'est génial parce que tout est précis, tous les gestes sont comme ça très rapides. Mais justement, j'avais vu une interview, et c'est pour ça que vous ai posé la question, où on disait que des fois, votre grand-père, Louis, n'apprenait pas ses textes, il faisait de l'impro tout le temps. Est-ce que c'est non. Oh là là, pas vrai du tout. C'était précis, il connaissait son texte par cœur, mais il se laissait... Je crois qu'il n'y avait pas plus précis que lui. Je pense que c'était un pinailleur tel qu'il voulait la perfection. Et d'ailleurs, ça le rendait dingue quand les gens n'étaient pas parfaits sur scène. C'est pour ça qu'il a une réputation d'emmerdeur. C'était un énorme professionnel. D'ailleurs, je discutais avec Michel Galabru, qui me disait, tu sais, ton grand-père arrivait sur le plateau, d'abord, il voulait qu'il y ait un silence, machin, que ça bosse. Et il me dit, ça, il n'y a pas une mouche qui volait. Et il me dit, parce qu'il était très professionnel. Et quand il disait, la scène n'est pas bonne, on la recommence, nous, on disait, il fait chier, tout ça. J'ai dit, tu lui disais ça comme ça, en vrai? Non, mais non, je ne le disais pas. Parce que c'était quand même du lourd. Il me dit, non, mais c'était Monsieur de Funès, donc on refaisait la scène. Il dit, bon. Et puis, putain, quand on regardait après, il avait raison. Il avait raison. Il avait vu ce qu'on n'avait pas vu. Il était extrêmement précis. Vous savez, la mécanique du rire, c'est une mécanique extrêmement précise. C'est une petite horloge. Vous avez toutes les roues qui doivent s'imbriquer. Et s'il y a une roue qui n'a pas la bonne dent au bon endroit, ça fout tout par terre. C'est comme une horloge. Voilà. C'est une mécanique d'horlogerie. Et lui, il avait ce sens de la précision et de l'horlogerie qui faisait qu'il voyait une scène qui n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne, on la refaisait. Ça pouvait faire 20 fois. Et lui, plus il faisait la scène, plus il montait en puissance et plus les autres se fatiguaient. Donc, à un moment donné, il fallait arriver à se croiser quand même. Et bien sûr, mais c'est vrai que quand on regarde les films de votre grand-père, mais il a une énergie, on se dit, mais comment il faisait pour tenir Ça devait être épuisant à la fin de la journée, quoi. Oui, parce que même vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, après sa crise cardiaque, il pouvait avoir, mais on le sentait encore assez... Non, il ne pouvait plus après sa crise cardiaque. Il a refusé d'ailleurs un film extraordinaire que Houry voulait lui faire tourner qui s'appelait Le Crocodile, qui aurait été un film d'un général, un dictateur. Ça aurait été époustouflant de le voir dans un rôle de dictateur. C'était génial, ça. Et il n'a pas pu le faire. Ouais, parce qu'on disait que tout de suite après, il a tourné dans l'aile ou la cuisse, où là, effectivement, on le sentait fatigué. Ou même la scène où il est dans la cuisine, où il doit s'énerver, ça, c'est du Wagner. Moi, j'ai une lettre de lui encore, j'ai relu l'autre jour, où il disait, en fait, c'est après son infarctus, j'ai toutes ces lettres. Et en fait, après son infarctus, il me disait dans la lettre, il me disait que, oui, alors j'ai vraiment un problème, c'est qu'en fait, ils ne veulent plus m'assurer. Les assureurs ne voulaient plus l'assurer. Je ne sais pas comment faire pour jouer, ça pose problème parce que je ne peux plus être assuré et tout, et ça l'angoissait beaucoup, ça. En fait, il avait dû jouer, comment dire, le film de Zidi avec Coluche, mais avec une équipe médicale autour et tout. Enfin, voilà. Mais ça l'avait. Je me rappelle cette lettre, je l'ai lue il y a 15 jours, hein, où il disait effectivement que oui, c'était pesant pour lui, pesant. L'histoire de l'assurance. Ouais, on imagine bien. Séraphine qui nous dit les futurs contes 1, j'ai bien compris que c'était La Fontaine. Frédéric Renard nous dit j'adore le corbeau et le renard.
Oui, oui, oui. Voilà. Le corbeau et le renard, elle est magnifique, celle-là. Elle est extraordinaire. Elle est très drôle parce qu'il y a vraiment une morale incroyable. Donc, je ne l'ai pas faite, celle-là, dans le. Alors, il me semble qu'elle n'est pas. Si, le corbeau et le renard est dans le volume 1, effectivement. Là, Alors, elle est on dans le le voit, volume. Voilà. on le Elle voit est dans le effectivement à volume. l'écran, hein. Il y a Jacques et le Maître haricot. Corbeau. C'est ça, Maître Corbeau. Non, mais c'est magnifique, ça. Mais de toute façon, je ne vais pas faire que les fables, hein. Je vais faire les contes aussi, les contes de Grimm, contes de Perrault. Contes de Perrault, c'est quoi, alors, les gens qui préfèrent les Alors, contes de Perrault? dites-nous, hein, là, effectivement, Laurent nous a posé la question, dites-nous quel est votre conte de Perrault préféré, que vous aimeriez effectivement que Laurent vous raconte. Le coup de cœur pour Peau d'âne de Perrault et le joueur Ah oui, de flûte de Grimm. d'accord, Voilà. joueur de flûte et peau d'âne, d'accord. Voilà. Moi, ça me donne des priorités parce que je ne sais pas du tout quoi prendre en priorité. Et Barbe Bleue, ils n'aiment pas Barbe Bleue? Alors, je l'ai vu tout à l'heure, effectivement, aussi. Ah, Barbe Bleue. Il y a Bridget qui nous dit Michel, c'est qui? Alors, effectivement, depuis tout à l'heure, vous parlez d'un Michel. Galabru, C'est Michel Galabru. dont Laurent nous parle depuis tout à l'heure, qui était aussi un très grand complice, hein, de Louis. Hein. Bien sûr, ils étaient très complices tous les deux. Oui, oui, extrêmement complices. Ouais. Donc, voilà. Merci pour ce live. Voilà. Donc, en tout cas, merci à vous. Bonne soirée et merci. Donc, voilà, effectivement. Écoutez, merci à vous, cher Laurent. Eh bien, c'est un plaisir. Ça a été vraiment un réel plaisir. Mathis nous dit le petit poussé. Voilà, j'adore le petit poussé. Ah oui, le petit pousset parce qu'il était constipé, oui. Ça, c'est connu. Voilà. Sarine dit. On ne va pas la faire comme ça. Hein. Pour Barbe Bleue, elle nous dit si, mais vous avez justement dit que c'était un peu violent, Barbe Bleue. Oui. Barbe Bleue, c'est violent, mais moi, quand j'étais môme, j'aimais bien. J'ai d'ailleurs le livre que me lisait ma mère, je l'ai gardé. Les contes de Barbe Bleue de Perrault. J'ai le livre de Perrault, quand j'étais petit, qu'on me racontait. Je l'ai gardé. Et il y avait Barbe Bleue avec l'illustration et tout. Ça nous faisait peur, mais on aimait ça avec mon frère. Écoutez, justement, il y avait une question aussi tout à l'heure qui disait quand vous arriviez à l'école, ça se passait comment le fait d'être le petit-fils de. C'était. Alors, je vous ai dit le contexte, c'est qu'il était vivant, il était déjà une star. Hein. Donc, nous, on était timides. Enfin, j'avais un frère qui est décédé depuis, un jeune frère, avec qui on se donnait la main pour rentrer. Quand on allait la première, vous savez, toutes les rentrées des classes, on était tellement timides tous les deux qu'on se donnait la main et on se lâchait pas parce qu'on savait, si vous voulez, pendant plusieurs jours que oui, les profs, ils savaient qui on était, tout ça. C'était une fois, il est même venu nous chercher à la sortie de l'école, donc ça a été un truc. Donc, je veux dire que c'était pas simple à gérer. C'était pas simple à gérer parce que quand vous êtes un enfant, un garçon timide, quand vous êtes très expansif, comme le sont aujourd'hui beaucoup de jeunes finalement, parce que vous savez, l'époque a changé. Les jeunes aujourd'hui, ils sont vachement très à l'aise avec tout. Hein, ils sont à l'aise dans tout. Je vois, ils ont même un aplomb des fois qui peut être un peu gênant. Moi, je vois des gamins qui m'abordent, incroyable, ils osent des trucs que je ne me serais pas permis. Nous, à l'époque, on était timides. On était timides parce qu'on avait une éducation, on avait tout ça, on ne parlait pas aux gens adultes. Enfin, il y avait plein de codes en fait de bienséance, et donc nous, on était assez timides. Et d'avoir ce nom quand on était enfant, c'était très lourd à porter. Hein, c'est pas évident. Hein, donc, ouais. Après, vous aviez toujours le gros con de la classe qui dit tiens, allez, je vais me le faire, je vais lui casser la gueule. Enfin, il y a le truc. Il y a des jalousies, des trucs comme ça. Quoi. C'est pas si simple. Ouais, et puis c'est vrai qu'après, la génération a changé. Aujourd'hui, on est sur une génération des réseaux sociaux. Donc, effectivement, on se permet des choses que peut-être avant, moi je me rappelle. C'est ça. Mais avant, vous savez, il n'y avait rien de tout ça. Donc, les gens ne le voyaient pas en live. Mon grand-père, il ne le rencontrait pas en live et tout ça. Il n'y avait pas de vidéo, tout ça. Donc, de savoir qui on était, nous, quand on était enfant, à un moment donné, il voulait même nous mettre des gardes du corps parce qu'il y avait eu des enlèvements d'enfants. C'était la grande mode des enlèvements d'enfants. Et il a dit à mon père, écoute, Daniel, je vais te foutre un garde du corps pour les enfants parce que j'ai trop peur qu'on les enlève. J'ai eu des menaces. J'ai des services qui m'appellent que c'est dans l'air et tout. Donc, mon père, il dit, c'était lourd à vivre, quoi. Oui. C'était la grande époque, vous savez, on kidnappait les enfants contre rançon. On ne voit plus ça aujourd'hui. Les gens ne savent pas de quoi on parle aujourd'hui. Mais moi, j'ai vécu cette époque où l'on kidnappait les enfants contre rançon. Et ça foutait une trouille à mes parents, mais incroyable. Et à mon grand-père aussi. Normal. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Livre illustré de vieilles gravures, c'était magique. L'ogre du haricot magique m'avait traumatisé, nous dit Séraphine. Et elle rajoute quelque chose aussi de très intéressant.
comme quoi les gens vous écoutent. Elle dit, vous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir jouer le rôle d'un pédophile. Ah oui. Le père de Podane n'en est pas loin. Oui, mais je veux dire que là, c'est pas jouer le rôle d'un pédophile. Là, c'est interpréter un conte. C'est pas pareil que si on écrivait un film pour moi où je joue un rôle de pédophile. Ça n'a rien à voir. Parce que je serais incapable d'avoir des scènes ambiguës. Vous voyez, c'est contre nature pour moi. Ça, c'est, je disais, même une scène où je viole une femme, ça va pas être facile pour moi, un truc pareil. Je suis trop douceur, j'aime la douceur. Et donc, voilà. Maintenant, si on est acteur, mais non, ça, je pourrais jamais faire. Jamais faire. La pédophilie, c'est quelque chose qui me dégoûte. Donc, non. En tout cas, il y a Séraphine qui précise, je suis la copine de Thalie. Donc voilà, bavarde aussi. D'accord. Voilà. D'accord, on a les deux copines alors. Voilà, oui, très très belle copine. Il y a Harley SB qui nous dit le respect. Voilà, donc en tout cas, merci. Salut Harley. Merci à tous en tout cas d'avoir été là. Ah oui, Galabri, bien sûr, j'aurais dû m'en douter, me dit Bridget. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup. Écoutez, là pour l'instant, je n'ai plus de questions, mais en tout cas, merci à vous. Voilà. Ça a été un réel plaisir de vous avoir avec nous ce soir. On aurait pu continuer encore 2 heures, 3 heures, 4 heures. Vous savez. Ne exagérez pas, 4 heures, là, c'est l'apéro. Hein. Après, il faut picoler. Il faut continuer. On se fait un apéro après en live. Un apéro en live. Pourquoi pas. Mais en tout cas, si vous êtes de passage, on le disait tout à l'heure, que ce soit à Aix, dans le sud, vraiment, n'hésitez pas. Oui. J'ai des copines à voir, des copains aussi, tout ça. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Il y a Sacha Noah. C'est pas Harley, c'est Sylvie. Alors, Harley, c'est Sylvie. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour ces échanges. Un plaisir de vous écouter, Laurent, nous dit Thalie. Merci. Sacha qui nous dit Laurent de Funès, record du plus long live, tellement passionnant. Bah, écoutez, c'est vrai qu'un live de plus d'1h30 sur le groupe, on en a fait très on a fait 1h30 bon. On est à 1h30 de live, effectivement. Donc, en tout cas, voyez, ça passe très vite. Merci à vous. Je ne vais pas m'imposer plus que ça, parce qu'après, ça fait mal élevé. Donc, non, en tout cas, vous inquiétez pas. Mal élevé après. Mathis, merci pour ce live. C'était très intéressant. Harley qui nous dit « Je t'attends ». Bah, écoutez, on vous attend tous dans le sud de la France. N'hésitez pas. Elle a l'air impatiente aussi. Hein. Oui, mais c'est une bonne copine. Alors, oui, en tout cas, avec grand plaisir. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Merci à vous, Laurent. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez vous procurer donc, ce livre audio sur le site qui est dans la description. N'hésitez pas. Oui, parce que souvent, les gens demandent comment on peut… Je suis même étonné, je me dis, merde, comment ça se fait que les gens me demandent où est-ce qu'on peut se le procurer? C'est marqué pourtant, les éditions Vilo, tout ça, vous tapez, vous tapez le compte, comment ça s'appelle, le nom du titre, le titre de mon truc là. Raconte-moi. Raconte-moi, voilà. Vous tapez Raconte-moi Fab de La Fontaine et hop, ça monte. Voilà, mais de toute façon, le lien est mis dans la description. Il y a également le lien de la page Raconte-moi aussi, où là encore, on peut retrouver des extraits. Vous avez le lien de la page de Laurent. Vous deviez me poser une question qu'on s'était fait en off sur le film d'aventure. Oui, pardon, excusez-moi. Tout à l'heure, vous parliez de. Vous m'avez posé une question et je vous ai répondu et on a fait tout ça en off. C'est dommage. Non, par rapport à l'acteur américain. Il n'a pas de cerveau, celui-là. Il n'a pas de tête. Il n'a pas de tête. Écoutez, je vous laisse répondre. C'était par rapport à tout à l'heure. Voilà, je remercie toutes les personnes qui mettent des commentaires. C'est l'avantage des lives sur Internet. On n'a pas limite dans le temps. Donc, écoutez, on se donne cette dernière question où effectivement, on parlait donc de l'acteur américain. Vous disiez tout à l'heure. Oui. Et en fait, l'acteur américain qu'on avait contacté pour ce film d'aventure, qui est un film de piraterie, donc où c'est toute une histoire qui, à travers les siècles, qui va se résoudre, où l'acteur que j'étais tombe amoureux. Je suis un corsaire et je vais flinguer tout. Moi, je suis là, comme ça, et je vais donner un ordre pour tout pulvériser, tout faire péter. Et dedans, il y a ma bien-aimée qui saute, qui était Nadia Fares, donc dans le film. Et puis donc le pirate, c'était John Malkovich qui avait lu effectivement aussi le scénario et qui avait trouvé ça très drôle. Et John, je dis, ce qui m'a épaté, c'est que quand on appelle des acteurs français, certains vous répondent jamais, lisent pas. J'ai envoyé à John Malkovich nous a répondu en 1 semaine. Vous vous rendez compte, John Malkovich, 1 semaine après, il nous répondait, ok. J'ai combien, enfin après c'est les contrats avec machin, mais ok, le rôle m'intéresse vraiment et tout. On a reçu ça de John Malkovich, c'est pas neutre quoi, c'est pas rien. Et quand on est arrivé à la production, en fait pour présenter, donc on a présenté ça aux Allemands et tous les mecs ont dit waouh génial, on avait un acteur allemand connu aussi. Enfin je veux dire, on avait un sacré casting. Hein. Et Nadia Fares qui faisait ma femme, super adorable. Nadia, elle était mignonne, elle est belle comme tout et tout. On s'était bien marré ensemble quand on s'était vus. Et donc
Et donc, je veux dire, quand on a présenté le casting, quelle fut pas notre surprise quand j'ai présenté le casting en France et aux distributeurs, John Malkovich, pas assez bankable. Alors là, je suis tombé sur le cul. Avec Eric Atlan, on est tombé sur le cul en se disant, mais c'est quoi l'idée, quoi? John Malkovich, pas assez bankable. Oui, mais je me dis, mais attends, mais jouer avec John Malkovich, c'est pas neutre, quoi. Enfin, pour moi, c'est énorme. C'est énorme. C'est un peu ce qu'on voit dans les commentaires. On dit Nadia Fares et Malkovich en même temps, mais ah ouais, quand même. C'est vrai. Oui, quand même. Non, puis attendez, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Il y avait un putain de casting, quoi. On avait un gros casting, quoi. Mais il leur fallait une tête d'affiche style Omar Sy. Il leur fallait un mec comme ça. Mais en même temps, ils voulaient que notre budget il soit de 7-9 millions maximum. Oui. J'avais dit, à Orange, on avait dit, mais si on prend Omar Sy ou qui voulait Jean Dujardin, oui, on peut prendre Jean Dujardin aussi. Oui, mais le budget, il va monter à 15, 18. Quand j'ai dit ça à Jean Reno, les gens, il m'a dit, mais il nous dit, vous avez prévu combien, les gars, pour le budget? Je dis, écoute, Jean, on a prévu 9 millions. Ah, il dit, c'est bien. 9 millions, c'est bien. Hein, parce que au-delà, c'est la merde. Jean, pragmatique, Jean. Au-delà, c'est la merde. Hein. C'est pas facile de faire des films aujourd'hui. Mais il avait compris. Il avait compris, Jean, qu'il fallait se trouver en dessous de la barre des 10. Mais les mecs, quand ils vous disent on veut Jean Dujardin, on veut machin, bah ouais, mais attends, Jean Reno, il nous a fait un prix en plus, hyper sympa. Il nous a fait un super prix. Il nous dit, mais tu me rends pour combien? Je dirais pas combien parce que c'est pas décent, mais il nous a fait un super prix. Je dis, ouais, putain, c'est sympa de ta part, quoi. Et ouais, franchement, c'est sympa de ta part. Souvent, donc, Malkovich, vous voyez, John n'était pas si élevé que ça, parce que si ma mémoire est bonne, il nous demandait 1 million d'euros. Malkovich, 1 million d'euros, c'est pas complètement hallucinant, quoi. Je veux dire, c'est quand même un putain d'acteur, quoi. Oui, voilà, c'est comme on dit. John Malkovich dans un premier rôle, c'est pas 1 million d'euros. Pour moi, c'est pas délirant, quoi. Non, bien sûr, non. Demandez la même chose à Jean Dujardin, il va vous prendre 3, ce qui est légitime, hein, je ne dis pas le contraire. Mais je veux dire, on avait John Malkovich pour 1 million d'euros, quoi. C'est plutôt bien. C'est ce que nous dit, hein, de mousquetaire à pirate, ce mec est un cador, nous dit Séraphin. Ben oui, c'est un cador, ce mec, c'est un cador. Il a une puissance de présence scénique et ce rôle était vraiment bien pour lui, quoi. Oui, et puis bon, on l'a vu dans plusieurs grands films, hein, que ce soit Les Misérables, que ce soit avec Depardieu justement, quoi. Napoléon. Au début, je voulais travailler avec Gérard Depardieu, mais bon, ça aurait été drôle, quoi, aussi Gérard dans un rôle comme ça, avoir Gérard, mais ça aurait été hyper marrant, quoi, parce qu'il est tellement truculent, Gérard, que ça aurait été extraordinaire. Ouais. En tout cas, c'est un grand plaisir en tout cas de discuter avec vous, cher Laurent. Je vois que les gens commencent à nous dire qu'ils doivent y aller parce qu'effectivement, il est 19h30. Allez, cassez-vous. Je vois. Ne restez pas là pendus, débarrez-vous. En tout cas, merci encore une fois, cher Laurent, d'être venu ce soir, d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous pendant pratiquement 2 heures. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tout le monde. Depardieu, un monsieur Mouche, nous dit Séraphine. Voilà, donc merci à tous. Merci Laurent. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau live. Et puis, ma chère Laurent, quand il y aura le volume 2, le volume 3, voilà. Vous avez la moindre actualité, n'hésitez pas à venir. Et ma scène et ma pièce que je vais jouer. Et voilà, n'hésitez pas 2022, à venir. Septembre-octobre 2022, oui. Voilà, mais en tout cas, ce sera un réel plaisir de vous recevoir. Je rejoins toutes les personnes qui disent merci sincèrement. Vous êtes quelqu'un de très émouvant, très sincère. C'est vraiment merci très bien. important. Merci à vous tous. Merci à vous, Laurent. On se dit donc à très bientôt. Et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et chers amis, on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau live. Là, on recevra donc un nouvel ami qui est Alexis Lepsker, qui viendra nous présenter donc son roman Les Poupées chez Michel Lafon. Voilà, donc merci à tous. Bonne soirée à tous. La rediffusion donc sera retrouvée sur la page YouTube Les Lectures de Florian. Et on se dit donc à très bientôt. Merci Laurent. À bientôt. Au revoir. Bye bye.